Ok, salut à tous, bienvenue dans le Spectrum. L'espion dans la maison, épisode 2, les meilleurs films à twist. Le Spectrum, la reine du podcast. Raconte pas ta vie, raconte-nous des films. Ok, pour ce nouvel épisode, on va passer en revue 9 films à retournement inattendu. C'est comme ça qu'on dit en français. Donc des classiques du twist et d'autres moins célèbres, mais voilà, des petites pépites aussi qu'on va tenter de vous faire découvrir. Seb, ça va ou quoi? Salut, ici Seb Chab, bienvenue il à est tous. chaud aujourd'hui, il est très chaud, il a Pour le mangé, Spectrum. il est bien. Et on a un invité de prestige aujourd'hui. Je vais présenter Mo, bienvenue à toi. Merci pour l'accueil, ça fait plaisir d'être parmi vous et il me tarde de pouvoir digresser à l'envi avec vous sur cette thématique, ma foi, fort réjouissante et passionnante. Vu que c'est toi qui nous l'a insufflé, on va te poser la première question. Déjà, comment tu décrirais le film de twist? Quelle est ta définition en fait du film à retournement? Alors pour moi, le film à twist, c'est très simple à résumer, c'est le film dont on ne doit absolument rien dire à ses amis avant qu'ils n'aient vu le film. C'est aussi simple que ça. En gros, quand on dit à un pote, je te raconte rien, tu verras, c'est à toi de voir, regarde le film, et voilà. Donc, c'est le film à twist. On ne peut absolument rien raconter du film. Donc, pour moi, c'est ça le film à twist. Après, on peut faire une différence entre le bon film à twist et le mauvais film à twist. Pour moi, le bon film à twist, c'est celui dont on connaît la fin, donc la surprise le retournement de situation, mais qui vous donne quand même envie de revoir le film pour voir comment on s'est fait avoir. Là, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'allais en parler justement. Et le mauvais film à twist, c'est forcément celui qu'on a vu une fois et on se dit il nous a bien eu. Pour moi, le cinéma, c'est une affaire de mise en scène. Il y en a beaucoup qui disent un bon film, c'est un film avec une bonne histoire. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que un bon film, c'est avant tout une bonne mise en scène. C'est-à-dire, vous pouvez avoir un scénario qui tient sur un post-it. Si vous le mettez ce petit post-it dans les mains d'un énorme réalisateur avec un univers, un auteur qui a son propre univers, il va vous en faire un chef-d'œuvre. Et donc, si on applique cette façon de voir les films au film à twist, pour moi, un film à twist, c'est le film qui va nous donner envie de regarder tous les détails de mise en scène qui nous amènent à ce twist sans qu'on s'en rende compte. Et donc, à la seconde vision, ou la troisième, ou la quatrième vision de ce film-là, on va s'attacher à tous les détails de mise en scène qui vont nous donner, en fait, un deuxième plaisir, un second plaisir. On va en parler, justement, parce que on a ce genre de film qui répondent exactement dans ce registre. Moi, je suis très friand du film à twist. Le fait de mettre un rebondissement dans le dernier acte, pour moi, ça sublime vraiment l'œuvre. Alors, en plus, si le scénario il tient la route dès le départ, s'il y a du suspense, si on arrive à quelque chose de cohérent, si on sent qu'il y a une synergie entre les personnages, si on sent que les protagonistes s'amusent entre eux, tu vois, même les comédiens, et tout ça est mené d'une main de maître par un metteur en scène prestigieux et qui a déjà son idée et qui a le sens du détail aussi, parce que c'est très important. Moi, je suis ravi, quoi. Alors après, il y a quelques perles, il y en a plein des films à twist, il y en a pas, c'est pas tous les films à twist qui forcément rentrent dans l'histoire. C'est un genre qui m'est très cher. Et ta définition, Seb, alors du twist, ce serait quoi? Pour moi, un twist, en fait, c'est effectivement un dénouement avec un rebondissement inattendu dans lequel le réalisateur nous a amené quelque part et où nos certitudes sont bouleversées à partir du moment où, au niveau du dénouement, on se retrouve avec une surprise à laquelle on s'attendait pas. Moi, ce que j'apprécie particulièrement, c'est quand ensuite on nous le démontre à travers des flashbacks et des petits trucs où on se rend compte que oui, mais en fait c'était sous nos yeux et on l'a pas vu. Moi, à contrario, ce choix de mise en scène, quand on nous recolle les morceaux du puzzle à la fin pour nous expliquer non, vous êtes gouré, c'était comme ça. Moi, pour le coup, j'aime pas ce genre de mise en scène parce que je trouve que le metteur en scène, le réalisateur, ne fait pas confiance à l'intelligence du spectateur. Le spectateur, s'il est suffisamment intelligent, il a pas besoin qu'on le prenne par la main pour lui expliquer qu'il s'est bien fait avoir. Il se fait avoir, il le comprend. Mais ça, il a besoin de ça, apparemment. Il a besoin qu'on le prenne par la main et qu'on le guide comme un jeu vidéo d'aujourd'hui où tout est... Moi, je suis quelqu'un qui marche à l'émotion. Donc, quand je vais voir un film, je vais voir du spectacle d'abord. Donc, je vais pas regarder attentivement toutes les scènes, les détails des scènes sur un grand écran, et je vais me focaliser plutôt sur l'histoire, et je suis plutôt du genre à me faire mener, oui. Ceci dit, dans la liste des films qu'on va aborder aujourd'hui, il y en a un particulièrement où il y a ce procédé où on nous montre tous les petits éléments qui nous amènent à ce twist final, et pour le coup, ça fonctionne super bien. Mais on va y revenir tout à l'heure. Moi, je voulais reparler aussi un petit peu de cette portée philosophique ou sociale ou satire sociale. Pourquoi je suis aussi friand de films à twist, à retournement, c'est que j'ai aussi été bercé par des séries. C'était à chaque fin d'épisode, t'avais justement un twist. Tu parles de Columbo, là? Ça aurait pu être Columbo, mais non, c'est plus dans des séries type fantastique ou horreur. Moi, je veux parler d'une série qui est pour moi à chute par excellence, c'est La Quatrième Dimension. La première en noir et blanc. Noir et blanc, bien sûr. Voilà. On est d'accord.
Donc on va passer au premier film. Donc on va essayer de décortiquer assez rapidement. On va pas analyser profondément tous les films, mais l'idée c'est de ressortir quelques petites anecdotes de tournage ou autre. On va commencer par le premier film français de la liste qui s'appelle Les Diaboliques, réalisé par Henri-Georges Clouzot en 1955, qui est un chef-d'œuvre et qui est un film connu du monde entier, de tous les cinéphiles du monde. Et que ça va spoiler salement. Hein. Attention, ça va spoiler salement. Alors, Les Diaboliques, est-ce que quelqu'un connaît autour de la table ou Bah, j'avoue que je l'ai pas vu, moi. Voilà, ça fait partie de mes lacunes. Quand même un gros classique. Oui, hein. j'en suis conscient. Et toi, Seb, est-ce que vous connaissez au moins le pitch ou pas du tout? Ouais, le pitch je connais. Après, je l'ai pas vu parce que moi, les films vieux, je suis pas naturellement attiré par. Mais Ouais, moi aussi, mais après, t'as quelques pépites. Hein. Donc, l'intrigue se passe dans un pensionnat de jeunes garçons et on a un directeur, Michel Delassalle, donc qui est joué par Paul Meurice. Il a une femme, donc qui est la directrice, qui est plus une femme plutôt effacée, plutôt timide, un peu craintive. Et on a une autre femme qui est sa maîtresse, qui est beaucoup plus badass. Elle est jouée par Simone Signoret et elle a un charisme de fou. Et c'est elle qui va petit à petit tenter d'influencer et de convaincre donc la femme du directeur de le tuer parce que c'est quelqu'un d'odieux, qui est violent, qui est agressif, qui la rabaisse. C'est un film qui devrait être montré dans les écoles de cinéma parce que en termes de narration, en termes de suspense, c'est vraiment tout est maîtrisé. Il y a vraiment le souci du détail. La mise en scène est implacable. Tu te rends compte que tout est millimétré. C'est vraiment un film hyper intéressant et très contemporain dans son approche. ouais. C'est pour ça que c'est vraiment un film à découvrir et encore une fois à montrer dans toutes les écoles de cinéma. Surtout ceux qui sont intéressés par tout ce qui va être thriller, suspense et tout. C'est vraiment génialissime. Et moi, il y a une scène d'ironie dramatique que j'ai beaucoup aimé. C'est au moment où en fait Christina est chargée d'empoisonner donc son mari. Donc elle sait que dans le vin il y a le poison. Elle lui verse comme ça la boisson. Donc nous, en tant que spectateur, on sait ce que c'est. Donc là, on a forcément cette influence et on a cet avantage que le directeur n'a pas. Et à un moment donné, elle le fait boire. À la dernière seconde, elle hésite. Et elle lui bouge sa main comme ça, et donc lui, il se renverse plein d'alcool sur le veste, et il lui gueule dessus, tu vois. Mais qu'est-ce que t'as encore foutu? Mais tu vois pas, je vais puer l'alcool. Ramène-moi un chiffon, et tout. Alors qu'elle, en fait, elle vient de lui sauver la vie, en se disant, mais non, c'est pas possible, quoi, tu vois, j'arrive pas. Et là, elle revient, elle lui essuie le torse, genre, il la gifle comme ça, elle le regarde. Et là, c'est génial parce que, en termes de mise en scène, ce qu'elle fait, c'est qu'elle lui reverse. Mais là, tu te rends compte que c'est sa manière de le punir. Ah ouais, moi, je vais te sauver la vie. Et toi, tu me mets une baffe, tiens, enfoiré, tiens, prends-en plus. Et j'ai trouvé ça génialissime. Et le rôle de Christina qui contraste vraiment avec celui de Simone Signoret, qui est implacable, qui est impassible, qui a un visage vraiment qui est sûr d'elle, qui ne doute jamais. Et alors que l'autre, voilà, Christina, sa femme, elle est toujours dans le stress, elle est toujours dans l'angoisse. Et c'est une femme aussi qui est malade. Ils le mettent dans la baignoire. Lui, il est à moitié endormi. Et elle arrive, elle le pose et elle arrive en fait à l'étouffer. En fait, c'est pas un poison, c'est un somnifère. Non, c'est un poison qu'elle a trouvé dans la salle de biologie. Bah, si c'est un pensionnat. Ils veulent, oui, mais il est à moitié noyé dans la baignoire. Oui, parce que c'est pour le finir. Donc ils arrivent à le traîner, ils le cachent dans une piscine et à un moment donné, je sais plus pour quelle raison, le bassin est vidé et là, Christina se rend compte que le corps est plus là. Donc là, elle commence à angoisser et du coup, ça met une suspicion entre les deux femmes. Commissaire commence à enquêter et le mec c'est Colombo. Mais je pense qu'il a inspiré Colombo. C'est fou quoi, tu vois. La même dégaine, les mêmes tics, la même manière de parler, la même manière de douter, mais en même temps, tu vois, de pas être trop direct non plus. Et lui, il va enquêter tout doucement et elle est de plus en plus angoissée. En termes de mise en scène, c'est d'une force implacable. Elle se retrouve dans le pensionnat et là, il y a un jeu d'ombre. C'est de la nuit, elle joue d'ombre dans le couloir. Elle est stressée, elle avance, elle est en nuisette. On se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Elle tombe sur une machine à écrire où c'est marqué Michel Delassalle. Donc c'est son nom de son mari. Elle est terrifiée. Elle retourne dans sa chambre. Elle va dans la salle de bain et elle le voit dans la salle de bain. Comme si qu'il était mort et plein d'eau sur lui. Donc, alors que cette scène était passée à Niort. Et là, elle commence vraiment à être paralysée, choquée. Puis à un moment donné, son cœur, il lâche, tu vois. Et là, lui, il se relève, il enlève ses faux yeux un peu comme Fantomas, tu vois. Il découvre en fait Simone Signoret qui vient, qui l'embrasse. Voilà, c'était à la craquer et tout, enfin. Et en fait, voilà, donc lui, il voulait terminer. Il était amoureux en réalité de sa maîtresse. Et ils ont tendu un piège à sa femme Christina pour qu'elle meure d'une crise cardiaque. Et c'était ça le twist. Sauf qu'après, il y a un petit second twist, mais c'est là où on sait pas vraiment. C'est que il y a ce fameux commissaire qui arrive, qui était présent et qui lui assiste à cette scène. Et elle leur dit, t'imagines combien on va prendre en termes d'héritage? Et lui, il arrive avec une petite punchline, il dit, ouais, tu vas prendre au moins 10-15 ans, là. Tu vois? Je pense que c'était des punchlines de l'époque, tu vois. Et là, la scène, elle se coupe. On voit un petit enfant du pensionnat qui parle avec un des dirigeants. Oh, mais j'étais avec la directrice. Elle lui dit, mais tu sais bien que la directrice est morte. Il dit, non, j'étais avec la directrice, monsieur. Et il se barre. Et le film finit comme ça. Et donc, du coup, pourquoi je te dis un second twist? C'est parce que tu sais pas vraiment ce qui s'est passé. Est-ce que ils ont tué le commissaire et du coup, la nouvelle directrice, c'est la maîtresse, donc Simone Signoret?
Ou est-ce qu'ils sont en prison et qu'il y a une nouvelle... Ou est-ce qu'ils sont en prison ou est-ce qu'il y a une nouvelle directrice? Donc c'est une fin alternative, c'est une fin un peu ouverte. Donc t'as le twist et la fin ouverte. Et donc Henri Clouzot, voilà quoi. Il laisse l'intelligence du spectateur. Il laisse l'interprétation ouverte au spectateur. Donc parfait. Voilà, c'est fou quand même en 1955 d'avoir et c'est un film qui a vraiment marqué les esprits et c'est notamment en termes de si on peut sortir quelques anecdotes. Clouzot avait donné en directive à tous les exploitants de cinéma de ne pas laisser entrer les gens. Si t'es en retard, tu rentres pas. Et c'est un procédé que Hitchcock va aussi utiliser après dans Psychose. Parce que voilà, il fallait absolument être là dès le début pour pas manquer une miette et pour vraiment être persuadé en réalité que les diaboliques, c'est les deux femmes. Or, en réalité, quand tu réinterprètes le film, tu vois que les diaboliques, c'est le directeur et sa maîtresse. Et c'est ça qui est super fort. Quand t'as une seconde lecture, il y a aussi un remake qui a été réalisé en 1996, un remake américain avec Sharon Stone et Isabelle Adjani, qui est tout simplement exécrable, hein. Détestable. Et c'est là qu'on en revient à l'argument de la différence entre la mise en scène et l'histoire. Parce que finalement, le remake, on a la même histoire qui est géniale, mais sauf que c'est mal foutu parce qu'il y a de mauvaises mise en scène. Oui, je te rejoins là-dessus, c'est vrai. Après, il y a aussi l'interprétation des acteurs. Moi, je l'ai pas vu le film, hein, mais l'interprétation, elle est magistrale de Simone Signoret. Et pour le petit détail qui fait la diff, parmi les jeunes du pensionnat, on retrouve un jeune de 12 ans qui fait de la figuration, qui est Johnny Hallyday. Tu vois, pour le petit... Ah, le délire. Tu vois, le petit détail qui fait la différence. On va passer à un autre classique du genre. On est sur un autre maître du suspense. C'est le maître. C'est le maître, c'est The Master. Le pape. Le boss. Ah, c'est l'empereur. Le daron, quoi. C'est lui qui maîtrise le game là-dessus. Voilà. Donc là, on va parler, vous l'aurez deviné, de Psychose, chef-d'œuvre intemporel, sorti en 1960 et réalisé par le maître Alfred Hitchcock. Alors, c'est un film que j'ai vu j'ai dû voir 3 fois, à peu près. Pourquoi tu l'as vu 3 fois, ce film? Parce que moi, déjà, Alfred Hitchcock, c'est un de mes réalisateurs préférés. Et ensuite, j'ai vu Psychose, la version originale. Mais j'étais petit. Ensuite, j'ai vu le remake. Et après avoir vu le remake, je me suis dit, je vais revoir celui de la version originale pour voir pourquoi il a fait ce remake et qu'est-ce que ça a changé, est-ce que ça valait le coup ou pas. Et puis une 3e fois, c'est parce que je voulais voir un bon film et voilà quoi. Alors pour quelques informations que je vais vous communiquer. Alors le film Psychose, il est basé sur un roman de Robert Bloch. Donc Alfred Hitchcock, il a acquis les droits de ce roman pour $9,000. Et ce qu'il a fait après, c'est une fois qu'il a eu les droits, il s'est chargé de détruire toutes les autres copies pour que personne ne soit au courant de la fin. Donc c'est un film aussi qui est basé sur des faits réels. Hein, c'est d'après l'histoire d'un mec qui s'appelle Ed Gein, qui est reconnu coupable en 1957, donc 3 ans avant, d'avoir tué 2 femmes dans le Wisconsin. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a conservé la tête des victimes. Il en a fait des abat-jours et des sièges avec la peau des corps. Esprit pratique. Tout en préservant intacte la chambre de sa mère. Donc d'où l'analogie avec la mère, qui était elle décédée aussi 12 ans auparavant. Donc c'est clairement sa personnalité qui est à l'origine de Norman Bates. Donc Alfred, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'Alfred Hitchcock, il a demandé aux exploitants de salles de cinéma d'interdire l'entrée en fait aux retardataires. Afin en fait qu'ils puissent s'attacher au personnage de Marion Crane, parce que ce qui est incroyable dans ce film et ce que moi je n'avais jamais vu, c'est qu'au départ on suit Marion Crane, et on pense que c'est elle la protagoniste, exactement, et on s'attache à elle, on se dit tiens, et on pense que c'est l'histoire d'elle, et elle meurt au début du film, et elle meurt à partir de 35 minutes où là tout bascule. Donc là déjà moi j'appelle ça un twist médian. Donc c'est un film où t'as 2 twists. Quand j'ai découvert ce film, moi j'avais jamais vu ça, j'avais jamais vu un film où tu suis un protagoniste pendant 35 minutes dans tout son conflit intérieur. Et soit dit en passant, c'est l'une des scènes de meurtre les plus traumatiques de toute l'histoire du cinéma. Elle fait partie de la pop culture. Mais il y a des gens qui criaient dans la salle, qui étaient effarés. Et pourtant, en fait, on a que des suppositions au niveau des plans. On a des ombres chinoises ou alors une main, magie de la mise en scène. D'une main avec un. On est dans la magie de la mise en scène. Mais on voit pas de sang, on voit pas de corps déchiqueté. On voit du sang qui coule dans la baignoire. C'est pas du sang, c'est du sirop de chocolat. C'est réel. Même Alfred Hitchcock qui a repris l'acteur qui tenait le couteau à maintes reprises pour lui dire non, tu le fais pas de manière assez prononcée. Par contre, c'était pas un acteur. C'est une actrice. Ce qui est incroyable, c'est que dans la scène, peut-être la scène la plus, je sais pas, tu prends un panel de cinéphiles en horreur, tu leur dis quelle est la scène qui vous a le plus marqué, ils vont tous vous sortir la scène de la douche. Et l'ironie de cette scène, c'est que c'est même pas Norman Bates qui la tue. C'est pas Norman c'est pas Anthony Perkins qui joue. C'est une doublure parce que lui, il était au théâtre à New York, tu vois, et tout le monde pense que c'est lui qui est derrière la perruque. Et c'est ça qui est fou, en fait. Et ça aussi encore qui fait toute la magie du cinéma. Hitchcock avait beaucoup innové également, ne serait-ce que dans la promotion du film. Quand il faisait la bande-annonce du film, il ne montrait aucune image du film. C'était juste lui face caméra qui racontait un peu l'histoire et qui
disait justement aux spectateurs, s'il vous plaît, quand vous allez voir ce film, ne racontez surtout pas ce film à vos amis. Il leur donnait cette directive aux spectateurs en le regardant Ça droit aussi, dans c'est les innovant. yeux. C'est Et très c'était innovant. ça, la bande-annonce du film, c'était juste ça. C'était cette petite séquence promotionnelle du maître qui donne la petite recommandation. Si vous voulez vraiment kiffer le film, allez le voir, mais surtout ne le racontez T'imagines pas aux la potes. puissance du teaser, là, déjà, direct. C'est là où on se rend compte que un film et un chef-d'œuvre, c'est l'accumulation d'éléments fondamentaux, dans le sens où, si tu veux qu'un film soit réussi, il faut absolument que tous les ingrédients soient excellents. Et c'est le cas dans ce film. En termes de rythme, en termes de narration, en termes de mise en scène, en termes d'interprétation des acteurs. On va parler de la musique légendaire. Tu n'en as pas parlé. Bien sûr. Bernard Herrmann, c'est une musique aussi Coup de violon, que tout le monde connaît. À chaque coup de couteau, À un chaque petit coup coup de de violon. Tu vois, donc ça, on va parler aussi du générique, donc qui a été fait par le designer qui s'appelle Saul Bass, qui est aussi le générique, à titre d'information, d'Alien, des Affranchis, des Nerfs à vif, avec encore De Niro, Casino. Donc le mec aussi, c'est un maître, tu vois, de mais de c'est l'animation de la générique. Toi, ça référence, peut des forcément, motion ça te parle, tu vois. Bien sûr. Donc Saul Bass. Donc voilà, c'est pour ça que je parle de plusieurs ingrédients qui font le succès intime d'un film. C'est pas uniquement dû au scénario ou à la mise en scène ou le jeu des acteurs. Le jeu des acteurs, on peut parler d'Anthony Perkins, mais c'est incroyable. Son jeu, le mec, il a un côté doux et inquiétant en même temps. C'est ça sa force. C'est tu vois le gars, tu dis bah ouais, forcément, c'est le fils du gérant. Tu vois, il est un peu gauche, il est cool, il a un côté chaleureux, et tout d'un coup, la transformation du personnage, c'est fou. C'est son interprétation. D'ailleurs, il sera au final emprisonné dans ce rôle toute sa vie, parce que je pense pas qu'il se soit réellement recyclé dans d'autres films, parce que c'est son succès, mais c'est aussi à un moment donné, c'est un peu à double tranchant, j'ai envie de te dire, hein. J'aurais capté le jeu de mots. Ouais. Ah, il avait pas capté. Bon, vous avez les auditeurs, heureusement qu'ils sont là. Et là où il est très fort dans son interprétation, c'est justement dans la scène finale où il est enfermé dans une pièce par les flics, hein. Et Il est encerclé, ouais. non, il est dans sa pièce, il est tout seul. Et en fait, l'acteur ne bouge pas, ne dit rien, il est figé. Et on entend, en fait, ce qui se passe dans sa tête. Donc, il y a cette espèce de voix off. C'est un dialogue avec sa mère, non? Il parle, et on l'entend, il se dit, je vais leur montrer que je suis inoffensif. Regardez cette mouche qui se pose sur ma main, je ne vais même pas la toucher. Je suis inoffensif. Et en fait, le jeu de l'acteur est génial parce que, donc, à l'écran, on voit quand même un personnage qui ne bouge pas. Il se passe rien. Tout est dans l'expression du visage, en fait, qui est fermée. Et c'est là qu'on voit toute l'horreur du personnage et toute la folie du personnage. Et tout passe par le corps, tout est corporel. Et mine de rien, pour un acteur, c'est très difficile d'arriver à exprimer des émotions exactement. à travers uniquement le body language. Et là, c'est clairement le cas. Après, oui, non, mais là, c'est... Idée de mise en scène, encore une fois, où là, on se dit, voilà. Une autre idée de mise en scène qui, moi, je l'avais jamais vue, c'est quand, justement, elle est dans la voiture, Marion Crane est dans la voiture, là où t'entends son patron et les gens qui se posent des questions, mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Mais où est-ce qu'elle est? Mais elle est partie avec le truc. J'avais jamais vu un dispositif donc en fait, comme ça. C'est son scénario dans sa tête. Oui, mais j'ai pas l'impression que c'est un scénario. Moi, j'ai l'impression que c'est réel. J'ai l'impression que Alfred Hitchcock, de par sa mise en scène, il nous projette ce qui est en train de se passer, mais au lieu de nous mettre un montage alterné, il nous met un seul montage avec elle qui se rend compte de ce qui est en train de... Mais c'est trop fort, en fait. Elle se rend compte de ce qui se passe, donc effectivement c'est peut-être dans sa tête, mais il y a de très grandes chances que ce soit aussi la réalité. Ce qui va se passer dans 2 jours, en fait, quand on va se rendre compte qu'elle a disparu. Donc elle se projette, et en même temps ça évite de faire cette scène et de la tourner, parce que tu l'as déjà vue. Donc c'est l'effet 2 en 1. Il piège 2 fois le spectateur, il piège une première fois quand Marion meurt, il piège une deuxième fois avec le twist final où tu te rends compte effectivement il y a un dédoublement de personnalité. Et encore une fois, on est dans les années 60. Il n'y a pas toute cette culture de bagage de films d'horreur, de thriller. Tu te prends ça en pleine tête, je sais même pas si tu reviens indemne. Je sais même pas si c'est pas toi qui rentre pas en ambulance. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que le choc que ça doit être. Moi, sincèrement, j'ai revu le film. La scène qui m'a le plus terrifié, moi, c'est pas la scène de la douche, paradoxalement. C'est la scène où tu le vois, lui, de face, avec justement la perruque, quand elle découvre que sa mère est morte, que Marion découvre que sa mère est morte, et qu'il se retourne et qu'il fait une tête de ouf comme ça avec le couteau. Mais avec ça m'a fait flipper. Ouais. Et moi, des films, j'en ai vu des milliers. J'ai vu des Brain Dead à 9 ans, des corps découpés, des trucs, des Ossocity avec des Canal Plus piratés. Je connais la piraterie. Mais quand j'ai revu ça là, même en étant adulte, ce visage de fou, la manière dont il jouait, ça m'a pétrifié. Je me suis dit, waouh, c'était hyper flippant. Parce que là, t'avais en face de toi le visage de la folie. Et la maladie mentale, on ne peut pas la comprendre si tu ne l'as pas.
Tu ne l'as pas en toi. Du coup, c'est ce que je vais appeler quelque chose d'inconnu. Et on sait très bien que ce qui fait peur à l'être humain, c'est l'inconnu. Ouais. Et là, comme tu ne connais pas la maladie, tu ne connais pas la folie, tu ne peux pas l'appréhender. C'est pour ça que à la fin, quand on est face au psychiatre, le psychiatre dit oui, il a des doublons de personnalité. Tu vois, lui, il est beaucoup plus serein avec ça. Mais quelqu'un qui n'est pas au courant de ce truc-là et qui n'a jamais vécu, moi, j'ai vu par exemple une personne faire une crise d'épilepsie devant moi à Disneyland. Donc, je peux te dire déjà, c'était pas le confort parce que moi, j'étais à Disneyland, c'était un pote d'un ami. Il me dit ouais, vas-y, rejoins-le et tout. Moi, je le rejoins, cool, ça va, tu vas bien, ouais, tranquille. Je fais du montage, c'est cool et tout. Bah, je discutais avec lui et le mec, à un moment donné, il met sa main sur mon épaule. Je me retourne comme ça, je dis qu'est-ce qu'il a? Et là, le mec, il fait une crise d'épilepsie devant moi. Il sort sa langue, il tremble. Et j'ai vécu ça, c'était hyper intense, tu vois. Donc après, on l'a couché, les gens sont venus pour m'aider. Mais quand tu connais pas, t'es face à l'inconnu, t'es face à, si tu veux, un dérèglement psychologique. Ben voilà, je fais un parallèle peut-être à 2 balles, mais en tout cas, moi, ça m'a touché, tu vois. Ça m'a touché. Et donc, cette scène-là, elle m'a beaucoup plus terrifié que la scène de légendaire phare avec le poignard et. Bah, en fait, ce film, c'est un film parfait. C'est le film parfait, c'est un chef-d'œuvre. Parce que il repose effectivement sur 2 twists, mais pour autant, une fois que tu as vu le film, tu peux le revoir, mais 50 fois, 3 fois, c'est trop peu, parce que tu vas t'attacher à tous les détails de mise en scène, parce que tu as quand même aux manettes Hyper perfectionniste. Hitchcock, c'est un génie. Tout est à sa place. Il y a cette scène dont tu parles où elle est dans sa voiture et qu'elle projette les sons. On est dans la magie du hors-champ. Hitchcock utilise le hors-champ, ce qu'on ne voit pas, et il en fait un élément dramatique. Et il utilise toutes les recettes comme ça de la mise en scène pour servir son film. Et c'est pour ça que c'est un film, quand bien même vous connaissez la fin, vous connaissez tous les twists du film, vous pouvez le revoir et le revoir et le revoir avec un égal plaisir. Et c'est là que je pense qu'on peut rebondir sur le remake de Gus Van Sant, qu'on pourrait croire complètement vain. Moi, je le trouve complètement pertinent, ce remake, plan par plan quasiment. C'est plan par plan, ouais. Quasiment, parce qu'il rajoute quand même des images subliminales qui sont discutables. Hein. Je pense qu'on peut être pour, contre. Moi, je suis plutôt pour. Il y en a d'autres qui diront bon, c'est complètement artificiel. Notamment, par exemple, il y a des petits ajouts quand Norman Bates épie sa victime. Dans le remake de Gus Van Sant, on voit qu'il se masturbe. On n'a pas ce petit détail chez Hitchcock, mais on peut comprendre que le mec, effectivement, il y a quelque chose de sexuel. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc c'est un peu plus appuyé chez Gus Van Sant, c'est peut-être un peu superficiel, mais sinon moi je me suis amusé une fois, j'avais organisé une soirée chez moi et j'avais 2 téléviseurs et pour habiller la soirée pendant que les gens boivent leur coup, discutent entre eux, les gens dansent. Ils portaient des perruques les gens ou Non, il y avait aucun rapport avec le film, mais juste pour donner un petit côté un peu arty, un peu bobo snob, j'avais projeté les 2 films sur deux écrans. Voilà, pour créer une ambiance. Mais fais attention parce que si t'as un film en 25 et l'autre en 24 images par seconde, tu vas avoir un décalage. Ah bah là, ça fonctionnait super bien. Ouais, les 2 sur 25, c'est les DVD. Ouais, ça fonctionnait franchement super bien. Et le temps des plans était le même. Quasiment, parce que encore une fois, il y a quelques petits ajouts, quelques petites différences chez Gus Van Sant. Chez Gus Van Sant, je trouve qu'on est plus dans la performance un peu artistique contemporaine, une espèce d'exercice de style au-delà de l'hommage. Alors, il y a aussi un truc dont je voulais vous parler, c'est que le soutien-gorge que porte Jeannette au début du film, il est blanc pour souligner le côté angélique. Et une fois qu'elle a commis le vol, le soutien-gorge devient noir. C'est pas un détail de psychopathe, ça? Mais faut aller vachement dans le détail. Tu vois. Le côté représentation du mal et de la pureté chez Hitchcock, ça passe aussi très bien aussi par la couleur des cheveux chez les femmes, la blonde, la brune. Ouais. C'est jamais anodin le fait qu'ils choisissent une actrice blonde ou une actrice brune pour tel ou tel personnage. Ok, on enchaîne avec un autre classique du genre, La planète des singes, sorti en 1968, réalisé par Franklin Schaffner. Que dire, à part que c'est un classique dont la fin a bouleversé ma jeunesse quand j'ai découvert ce twist légendaire. Quand on a 9 ans et qu'on est devant un tube cathodique et on se rend compte que les gentils humains courent sur une plage et qu'au final, tout l'épisode et tout le film se passait déjà sur la Terre, mais dans le futur, et qu'on découvre la Statue de la Liberté sur le rivage, je peux te dire que on a ce ton solennel que j'ai actuellement et on se dit ah ouais. Et quand on a 9 ans et qu'on réalise cette fin, ce coup de théâtre, cette chute, dans l'ensemble en fait de tous les twists que j'ai jamais vus, voilà, c'est celle qui est gravée à jamais. Alors c'est La planète des singes, c'est un roman à la base, hein, encore une fois un roman qui est écrit par un auteur français, Victor Hugo, Pierre Boulle. L'histoire originale, elle a pas eu lieu sur Terre. L'histoire, elle se termine avec l'envoi par Taylor d'un signal de détresse dans l'espace. Vu que c'était pas aux États-Unis,
il n'y avait pas cette idée de statue de la liberté qui est détruite. Il y a une personne dont on a parlé et qui nous est chère, la personne qui présente la quatrième dimension, il est aussi scénariste, je ne sais pas si tu savais, il s'appelle Rod Serling, qui décide, lui, de déplacer le récit dans un cadre américain, avec des astronautes américains et non plus des astronautes français. C'est le film le plus rentable de 1968, avec 32 millions de dollars, avec un budget de 5,8 millions. Il a été nominé pour 2 Oscars. La meilleure conception des costumes, comme tu peux imaginer. Hein. Ça faut savoir que les costumes, fallait pour les acteurs entre 3-4 heures De maquillage. de maquillage. Donc t'imagines à cette époque-là, je crois qu'ils mangeaient avec des pailles. Enfin, c'est quelque chose d'assez horrible pour eux. Et notamment John Chambers, qui est donc le designer des SFX, qui a gagné forcément un Oscar à cette époque-là. Parce que, encore une fois, même quand on regarde les films aujourd'hui, je sais pas pour vous, mais en tout cas, c'est hyper organique. Et moi, je suis dedans, quoi. Je me dis pas que c'est un truc des puppet shows ou Qu'est-ce qui t'a marqué à ce point dans ce film, en fait? l'histoire qui est projetée dans un futur qui, au final, s'avère être un futur alternatif. Moi, ça Ouais, m'a j'y marqué vois à vie. un autre message sur le regard porté de l'homme envers les animaux. Le traitement que donne l'homme aux animaux. À dompter, maîtriser et gérer les animaux comme si c'était un dû qui nous devait et qu'on devait s'en servir. Et dans ce film, en fait, les rapports sont inversés. Bah, c'est clairement en fait une réflexion sur la chaîne alimentaire. L'homme est l'espèce qui est au sommet de la chaîne alimentaire. Et dans ce film-là, en fait, en ça, pourquoi c'est un film qui est assez traumatique? Parce que c'est un film qui est visionnaire en fait. Alors on est en quoi? Dans les années 70 là, On est hein. en 1968, ouais. Voilà, à la fin 60, début 70. Et ce film-là, en fait, il a une résonance encore à l'heure actuelle quand on voit que maintenant l'homme a exploité toutes les ressources de la Terre et on n'est pas loin de l'extinction. C'est finalement un film qui fait peur parce que il a une vision assez avant-gardiste sur ce qui nous attend en fait avec toutes les conneries qu'on fait, cette façon qu'on a de se sentir tout puissant. Eh ben ce film-là en fait renverse complètement les valeurs et nous dit en substance que bah écoutez les gars, vous faites les shows là comme ça, être au sommet de la pyramide, mais il peut arriver un moment où la nature va reprendre ses droits et va vous dire bah les cocos, on peut aussi vous mettre la fessée quoi. Voilà, et on va vous donner la leçon, vous êtes pas éternel. Voilà. Et là, dans ce film-là, l'homme, effectivement, est réduit à l'état d'animal. Et finalement, ceux qui sont civilisés, bah, c'est les singes. Donc, il y a une espèce de renversement de l'évolution qui est effectivement révélé avec ce plan final complètement traumatisant. Et c'est ça qui fait la force de ce film, en fait. Là aussi, en termes de mise en scène, hein, si on reparle en termes de découpage de plans, c'est génialissime, puisque on découvre le visage de Charlton Heston qui arrive et on a un plan de face de son visage en plan large. Et on est en contre-champ avec juste une amorce de ce qu'il voit, mais on sait pas ce que c'est. On voit une espèce de forme. On est en hauteur. Et là, on est face, en fait, à son effroi. Et là, il se met à genoux et il est face à cette espèce de, nous, on sait pas encore ce que c'est, une espèce de masse comme ça, et on comprend pas. Et moi, quand je vois ça, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, ils ont réussi à se libérer, ils ont passé la zone interdite. Et après, quand t'as le contre-champ et tu découvres la statue de la liberté, la tête de la statue, et tu comprends, en fait, qu'effectivement, bah, qu'ils pourront plus jamais retourner chez eux. Ouais. Puisqu'ils sont chez eux. Exactement. C'est ça qui est fort. En réalité, pour moi, c'était la fin, entre guillemets, parfaite. Mais, comme toujours à Hollywood, quand ça marche, il faut des suites. Donc après, t'as plusieurs films, t'as eu un téléfilm, t'as eu des séries. Enfin voilà, après, tout ça, ça a été décliné. T'as eu plein de spin-off. Je parle pas des remakes qui ont été faits bien après, que moi je trouve très bons d'ailleurs. Donc un de Tim Burton. Ce Tim Burton que moi j'ai beaucoup aimé, qui a été décrié, mais moi j'ai beaucoup aimé la version de Tim Burton. Et là aussi, en termes de narration, on avait Cornelius, qui était le scientifique, le compagnon de Zira, qui était un peu les alliés des humains face au docteur Zaius. L'orang-outan c'est plus intelligent, donc il était scientifique et forcément lui il était contre cette idée même on va dire de la préservation des hommes. Ça a aussi un écho à ce que tu disais, à la préservation de la faune qui disparaissent. On est en 2020, les girafes, hein. Donc les girafes sont en train de disparaître et dans l'indifférence la plus totale. Si on replace le film dans un contexte historique, on est donc fin 60, début 70, il va y avoir toute une vague comme ça à Hollywood, dans les années 70, de films un peu d'anticipation, mais avec un discours très politique.
très écolo. Et je pense notamment à un autre film de Richard Fleischer qui date de 73 et qui s'appelle Soleil Vert. Je sais pas si vous en avez entendu. Avec Charlton Heston. Toujours et avec qui a Charlton aussi Heston. un twist incroyable. Voilà. Et qui a un discours complètement politique qui résonne encore aujourd'hui. Un film très visionnaire sur la nourriture, les ressources naturelles. On ne peut plus, dans le film, on peut plus nourrir les gens, donc on les nourrit avec des petites pastilles. Et on se rend compte à la fin du film que ces petites pastilles, ce sont des hommes, en fait. Voilà, les gens qui sont morts, on les transforme en petites pastilles et on nourrit ceux qui sont encore vivants. Et on est en 73. Et là, on est en 2020. Ce film a une résonance encore, avec aujourd'hui, avec tous les problèmes de nutrition qu'on a aujourd'hui, quoi. Et le petit détail qui fait la différence, c'est que les deux producteurs, avant le film, sont partis déjeuner dans une épicerie et ils ont découvert une photo de la Statue de la Liberté et c'est ça qui les a inspirés pour la fin du film. Alors que le scénario était déjà écrit et tout. Non, le scénario n'était pas encore écrit, en tout cas à la fin. Ils étaient en phase de... Ils étaient en phase, voilà, de pré-production et c'est là où ils ont eu l'idée, parce que comme je te dis, ça c'était pas... Comme quoi, tu vois, ça tient à pas grand-chose, des petites idées comme ça. Des petites idées qui peuvent choquer des gens ouais. jusqu'en 2020. C'est fou comme des petits détails font toute la différence. Hein. C'est l'objet de ces petites rubriques à la fin, le détail qui fait la diff. Il y a une fin aussi alternative qui a été coupée au montage, où il était question en fait que l'une des femmes qui accompagne Charlton Heston, qui s'appelle Nova, elle tombe enceinte. Et ça sous-entendait le renouveau de l'espèce humaine. Donc du coup, une fin un peu plus optimiste, elle a été charclée, quoi. Elle n'a pas été gardée. Ok. Oh là là, il y a que du lourd, hein. C'est un truc de fou. Star Wars. Épisode 5, l'Empire contre-attaque de Irving Kershner. La liste, elle est trop fournie, là. Je peux pas parler que 5 minutes, 10 minutes sur ce genre de film. C'est impossible. Ce film-là, on peut le résumer en une seule phrase, en une seule réplique, hein. Ah non, mais... Je suis ton père, et c'est fini, ça y est, tout est dit. Ce film-là, c'est l'essence même. Si j'ai plus de mots, on coupe le podcast, on s'arrête là. Il faut un podcast de 3 heures sur ce film. Je peux pas, comme ça, en parler quelques secondes. C'est le twist, élevé au rang de pop culture. Ah ouais, voilà. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Donc, qu'est-ce que t'as aimé, toi, de cet épisode? Déjà, est-ce que t'es Star Wars? T'es un anti-Star Wars? Seb, qu'est-ce que... Je suis pas un fan absolu des Star Wars, mais j'ai pas non plus d'argument pour le descendre, parce que pour moi, c'est une super saga. D'accord. Et toi, Amou? Moi, le tout premier film que j'ai vu au cinéma, j'avais 5 ans. Je ne savais pas ce que j'allais voir. C'était Star Wars épisode 4. Je ne comprenais rien à la force, je ne comprenais rien aux épées laser, aux sabres laser, mais j'avais adoré. Donc forcément, à 5 ans, tu te prends ce film-là dans la tronche. Oui, tu vas voir le second quand il sort et tu te le reprends sur la tronche. Et en plus, ce qui était génial dans Empire contre-attaque, c'est le changement de décor, la bataille dans la neige sur la planète Hoth. Il y a une vraie magie visuelle. Et en plus, l'épisode est beaucoup plus sombre que le précédent. Il est beaucoup plus dramatique. Il y a des enjeux qui sont beaucoup plus sérieux que dans le premier. Et effectivement, il y a forcément ce twist vers la fin du film. La filiation entre Dark Vador, le méchant par excellence dans toute l'histoire du cinéma de Hollywood, hein, du cinéma même. Un des plus grands méchants qu'on puisse citer, c'est Dark Vador. Et donc voilà, cette réplique complètement traumatique qui sort même du cadre du film, parce que maintenant, elle a envahi, ce qu'on disait tout à l'heure, elle a envahi tous les champs de la culture. Le je suis ton père, ça n'appartient presque plus au film l'Empire contre-attaque. C'est maintenant, c'est une idée qui est exploitée dans la pub, la littérature, tout, quoi. Donc là où je te rejoins complètement, c'est que c'est vraiment un épisode qui est beaucoup plus développé et surtout le côté dramatique de la chose. Donc comme tu viens de dire, il y a une plus grande dimension psychologique. Le ton est beaucoup plus sombre que le premier. C'est vrai que le film aussi gagne en profondeur au niveau des caractérisations des personnages, des nouvelles relations qu'il y a par exemple entre Leia et Han Solo, avec le fameux je t'aime, je sais. Voilà, des moments de respiration avec R2D2, c'est 3PO qui est un peu le moteur comique aussi, tu vois, de l'histoire. Et puis c'est aussi la première apparition de Maître Yoda, qui est aussi un personnage qui est entré dans la pop culture. Il apparaît donc dans l'Empire contre-attaque et sur la planète Dagobah. C'est là où on va découvrir Luke dans son parcours initiatique. D'ailleurs, Yoda qui était, je trouve, beaucoup mieux fait quand il était en mode animatronique qu'en CGI, tu vois. Faut savoir aussi que Yoda, c'est un mix en fait du maquilleur qui l'a conçu et d'Einstein au niveau du visage. Non. Il y a aussi un personnage qui est vraiment devenu culte pour une grosse communauté des fans, c'est Boba Fett. C'est le chasseur de primes qui à la base devait faire juste une apparition, mais il a tellement été kiffé qu'on le retrouve après dans le Retour du Jedi. Et d'ailleurs, l'Empire contre-attaque est l'épisode préféré de toute la saga confondue, prélogie, trilogie, tout ce que tu veux, même la trilogie actuelle. Donc voilà, c'est pas pour rien, c'est vraiment une accumulation d'éléments qui font en sorte qu'il y a un alignement des étoiles. Encore un jeu de mots.
Il capte pas. C'est pour ça que je te regarderai quand je fais des jeux de mots comme ça exceptionnels qui sont inspirants. Alignement des étoiles, il me regarde, il fait ouais, il voit même pas que c'est Mais un c'est jeu parce de qu'il mots avec pense que Star Wars. il pense que la Terre est plate. Alors lui, il pense empilement des planètes, tu vois. En tout cas, pour moi, il y a un excellent dosage entre les scènes d'action, les batailles, hein, parce que les batailles intergalactiques, tout ça, les vaisseaux, le développement des personnages, les dialogues. Je trouve que chaque scène a un enjeu. D'ailleurs, c'est quoi le twist final? Tu le connais, Seb? Je suis ton père. Non, c'est pas ça. Ah si. Ah non. Ah bah si, c'est là qu'on découvre que Dark Vador, Non, mais je veux la c'est le père réplique de exacte. Luke Skywalker. La réplique exacte. Bah je suis ton père. I am your father. Tu la C'est connais, pas la ça réplique C'est pas exacte? ça Non. Non, bah c'est quoi? À chaque fois que cette réplique est citée, dans d'autres films, en guise de clin d'œil, tout le monde dit « Luke, je suis ton père ». Or, c'est pas ça. La réplique, c'est pas ça. Le dialogue de Dark Vador. C'est « Non, je suis ton père ». Ah. Et quoi d'autre aussi le film a coûté 33 millions. Combien il a rapporté, Seb? Oh là. Le juste prix, là. Séquence juste prix. Au moins Non. 500 millions. Au moins 500 millions. Mo? Au pif, je serais dans les 700. Alors, le film, il a rapporté 548 millions de dollars. Sans le merchandising, bien sûr. Parce que là, après, je sais pas, je peux pas le quantifier, quoi. Donc voilà, ça, c'était l'épisode Star Wars 80. On repart avec Usual Suspect de Bryan Singer, sorti en 1995. Là, du coup, on n'est plus sur de la science-fiction, on n'est plus sur de l'horreur, on est sur un polar. Un vrai de vrai polar. Et là, je laisse l'homme que l'on nomme Seb s'exprimer, parce que là, c'est un vrai coup de cœur pour toute une génération. Ah, puis pour la mienne, en ce qui me concerne, moi, oui, c'est mon gros coup de cœur. Pour plusieurs raisons. Déjà, pour le twist. Le twist, il est juste phénoménal. C'est-à-dire que je défie quiconque qui n'a jamais vu ce film de le regarder et de trouver la personne à la fin. C'est impossible. C'est impossible. Déjà, d'un point de vue twistique, on est au summum. D'un point de vue twistique. Voilà. Ok. C'est un Ensuite- Twix mélangé avec du chocolat blanc et du chocolat noir. Tout le Avec monde des aura chocs à compris. pic. D'accord. Ensuite, ce film, il a eu des résonances incroyables. Déjà, Kaiser Soze. En fait, Kaiser Soze, c'est devenu une expression maintenant. Exactement. La musique du film, on le sait pas trop, mais la musique du film, en fait, a été utilisée par un certain Timbaland à cette époque-là. Et c'est à ce moment-là, justement, que sa musique a eu une résonance incroyable. Et c'est grâce à cette musique-là que Timbaland a commencé à se faire connaître. Ensuite, quand tu regardes ce film, dès le début, en fait, on t'annonce qu'il y a un twist. On dit ah c'est toi, tu vois, ça se passe dans un bateau, t'as un des méchants qui doit faire le braquage qui est à terre et qui va se faire zigouiller en fait, et là il est en train de fumer sa clope ou il lui demande une clope et il regarde en disant ah ouais mais j'aurais jamais pensé que c'était toi quoi finalement et tout. Et ensuite c'est surtout que à la fin, on peut spoiler ou pas là? Bah, je pense qu'on a fait que ça depuis tout On à est l'heure. un peu obligé. En fait, voilà, c'est-à-dire qu'à la fin, Kevin Spacey, qui raconte toute son histoire, au moment où il se barre, où l'inspecteur se retourne, à réfléchir un peu à tout ce qu'on lui a raconté, et c'est là qu'il commence à se remémorer et à rafistoler les pièces du puzzle, et il se rend compte qu'en fait, toute son histoire, c'était que des bobards et c'était que des mots comme ça, repris de part et d'autre Oui, du c'est tableau. inspiré du lieu. Voilà, du Même de lieu, la tasse avec Kobayashi. Kobayashi. Et c'est à ce moment-là au moment où comme il l'avait relâché en disant, bon, bah, lui, il est pas coupable et tout. Et il le rappelle. Et là, on voit encore une scène qui, moi, je trouve ça assez formidable. C'est-à-dire que on voit pas que tout de suite c'est Kevin Spacey, on voit ses jambes. On voit le boiteux. Donc, on se dit c'est Kevin Spacey, forcément, parce que c'était le seul qui boitait. Et petit à petit, c'est-à-dire que c'est pas genre tout d'un coup je me mets à marcher normalement, c'est que il y a un petit effet assez sympathique où on passe d'un boiteux à mi-boiteux à quelqu'un qui marche vraiment de manière parfaite et qui appelle son chauffeur. Où son chauffeur vient le chercher et tout. Et là, t'as tout compris, quoi. Et c'est là que tu te prends une énorme claque. C'est-à-dire que, de par cette scène, le réalisateur, il t'a fait comprendre que je t'ai mené un peu en bateau et progressivement, quoi. C'est typiquement le film à twist qu'on ne peut pas jeter une fois qu'on l'a vu, qu'on peut pas regarder qu'une seule fois. C'est un film culte. Hein. C'est le film qu'on voit au moins 2 fois. On le voit une fois pour se faire avoir, et on le voit une seconde fois pour voir comment on s'est fait avoir. Tout est dans les détails de la mise en scène, et c'est aussi jouissif de le voir une seconde fois, même en connaissant la fin, que la première fois. C'est le film parfait du C'est ce que twist. tu disais en intro du podcast. Exactement. Et pour moi, c'est pour ça que je dis, pour moi, c'est l'exemple du film à twist intelligent parce qu'il y a une vraie mise en scène derrière. Afin de développer le personnage de Kaiser Soze, le scénariste s'est inspiré de la vie d'un véritable meurtrier qui s'appelle John List et qui avait décimé toute sa famille avant de disparaître pendant 17 ans. Donc c'est un peu le prototype de départ du personnage de Kaiser Soze.
Et toujours Christopher McQuarrie, qui est donc le scénariste, pour le nom, Kaiser Soze, il s'est inspiré du nom de son patron, qui s'appelait Kaiser Soum. Et Soze, ça avait un autre cachet, c'était encore plus... Et bon, dans le film, tous les acteurs, par exemple, pensaient qu'ils étaient Kaiser Soze. Mon Kaiser Soze à moi, c'était celui qui ressemble un peu à Al Pacino, qui lui, encore une fois, il avait ce rôle de pacificateur, il avait une classe. Et je me suis dit, s'il y en a un, c'est lui. Ouais. Parce que vraiment, il a ce charisme-là intérieur et voilà. Et D'ailleurs, les Puis tu soupçons, sens les que c'est soupçons, qu'il a un petit côté et tu sens calculateur. qu'il est cérébral et que, ouais. mais en même temps, il était très bienveillant parmi Ouais. tous les autres. Ouais, il le était film nous discret, amène tout ça. un peu vers lui d'ailleurs. Voilà. Et ben moi, désolé, hein, j'étais assez jeune, tu vois, et je me disais, je l'ai trouvé moi, Kaiser, tu vois, j'étais pas trop sûr. D'ailleurs, Al Pacino devait jouer le lieutenant qui interroge. C'est marrant. Hein. Tu vois, il devait jouer l'inspecteur Dave Koujan et Michael Biehn devait jouer McManus. Et au final, bah voilà, Kaiser Soze, c'est l'interprétation magistrale incroyable de Kevin Spacey, qui a d'ailleurs gagné un Oscar pour le rôle, ce qui est plus que mérité. Pareil aussi pour le scénariste. Tu vois, c'est un film qui a remporté 2 Oscars, qui a été produit pour 6 millions, qu'on a rapporté 34. Hyper rentable. Et non seulement c'est un film à twist, mais c'est aussi un film à répliques. Il y a des répliques cultes dans ce film, notamment celle qui dit le plus grand tour de force du diable, c'est de nous avoir fait croire qu'il n'existait pas. Cette réplique, elle est juste cultissime. Mais ça, c'est une phrase qui provient d'un livre de Charles Baudelaire, qui est La plus belle des ruses du diable et de vous persuader qu'il n'existe pas. Donc ils ont repris cette phrase, tu vois. Et le petit détail qui fait la diff, d'où vient le nom Usual Suspect? Il provient du film Casablanca, où Claude Rains qui déclare Round up the usual suspect, rassembler les suspects habituels. Et même visuellement, en termes de mise en scène, donc non seulement c'est un film qu'on retient parce que le nom Kaiser Soze, qui est un nom qui pète. Kaiser Soze! Voilà, ce nom il pète quand il y a aussi le côté visuel, ne serait-ce que l'affiche du film avec tous ces personnages qui sont alignés comme ça, c'est une image qui a été reprise, détournée, qui est rentrée dans la pop culture. Donc visuellement, c'est un film en termes de mise en scène qui va au-delà même du film, parce que au-delà du personnage lui-même qui est hyper emblématique, ce mal absolu qui est invisible, qui n'existe pas, qui est une espèce de légende. Qui part en fumée, comme il le dit. Ouais, c'est ça, exactement. Il y a tous ces aspects visuels du film qui font que ce n'est pas qu'un film à twist. On peut pas le réduire à un film à twist. C'est un chef-d'œuvre visuel, c'est un chef-d'œuvre de mise en scène, en fait. Tu sais que Seb, c'est un film qui a été diffusé à certains inspecteurs de police pour bien vérifier leur perspicacité. C'était un petit test. C'était pour tester leur perspicacité. C'est fou, hein? Ah, il y a justement cette réplique dans le film où ils disent souvent, si vous voulez savoir quel est le coupable dans une bande de suspects comme ça, c'est celui qui s'endort parce qu'il sait qu'il a plus besoin de courir. Alors il est tranquille, il peut s'endormir. Il a l'esprit tranquille. C'est génial, toutes ces petites répliques-là. Il y a des flashbacks aussi dont tu disais où on découvre à chaque fois Kaiser Soze quand un autre plan qui était magistral, tu vois un mec en cheveux longs et derrière lui il y a une grosse explosion. Ce plan-là, il a été repris plein de fois dans plein d'autres films. Et d'ailleurs, ça pourrait donner la thématique d'un prochain podcast sur les plus grands méchants au cinéma. Et là, je pense que Kaiser Soze, il en ferait partie. Au même titre que Dark Vador. Dark Vador, forcément. On va passer à un autre film, Peur Primal, sorti en 1996, réalisé par Gregory Hoblit. Donc, Gregory Hoblit qui avait réalisé également en 2007 La Faille avec Anthony Hopkins et Ryan Gosling. Peur Primal, c'est encore une adaptation d'un roman de William Dell, écrivain américain, qui est publié en français, ça s'appelait Terreur extrême en 94. Et une fois après le succès du film, ils ont réadapté le bouquin, ils l'ont rappelé Peur Primal en 1996, 2 ans plus tard. C'est avec Richard Gere, hein, c'est ça? C'est avec Richard Gere et la première apparition d'Edward Norton. Alors moi, c'est un film, c'est mon petit chouchou. Mais ce film-là, c'est les petites pépites que tout le monde ne connaît pas. Et moi, c'est un ami à moi qui s'appelle Franck. Je fais un gros clin d'œil en 97, qui me l'a fait découvrir. Le twist de fin, il est extraordinaire. Je vais te le pitcher rapidement. Donc, c'est un avocat qui est interprété par Richard Gere. C'est un jeune bègue qui est accusé d'un meurtre et qui, clairement, est foutu, est fichu. Donc, lui, il voit le fait de le défendre comme un espèce de défi et il se rend compte, en le côtoyant, en lui posant des questions, que ce jeune bègue souffre d'un dédoublement de la personnalité. Donc, il s'appelle Aaron et lorsqu'il twist, il switch, il se fait appeler Roy. Et là, ça a plus rien à voir parce que c'est un jeune bègue qui est tout chétif, tout gentil, tout mignon. Voilà, c'est un des premiers rôles. Il doit avoir la vingtaine, Edward Norton. Et au moment où il a ses crises, il passe en Roy
Et là, en fait, il passe du côté obscur de la force, tu vois. Ouais. Il devient maléfique, il se lève, à un moment donné, il agresse l'assistante, tu vois, il agresse Richard Gere, tu vois. Son visage, il change complètement. Ah, en fait, dans le film, il plaide Il a de la folie, la c'est folie, ça, c'est ça? Et Ouais. donc Richard Gere se dit, il prend les choses encore plus à cœur et il se dit non mais c'est pas possible, ce jeune, il est malade, tu vois, parce qu'après il tombe dans les pommes. Enfin, il y a toute une explication comme ça, une mise en scène. Et moi, je me rappelle d'une scène qui m'avait vraiment marqué, c'est qu'au moment de le défendre pendant le jugement, Richard Gere avait compris, à un moment donné, à force de côtoyer Aaron, il sait comment le titiller pour qu'il devienne Roy, pour qu'il switch. Et il veut montrer, alors toute l'idée en fait du film, toute l'intrigue, c'est de comment prouver que c'est un dédoublement de personnalité. Donc il s'est dit, je vais le prouver par un acte concret, en le titillant et en ressortant Roy en lui. Il parle à l'oreille et tout, il commence un petit peu à l'exciter, et là il obtient ce qu'il veut. Que là il saute à travers les... Enfin c'est assez spectaculaire, tu vois. Limite il veut agresser une personne dans le tribunal, il est retenu par les flics et tout. Et là t'as Richard Gere, Martin May qui est tout fier et dit... Vous voyez, il se contrôle pas parce que personne ne ferait ça dans un tribunal. Et à la fin du film, au moment où il apprend, Martin Veil lui dit, écoute, voilà, on a plaidé la folie, tu vas être libre. Enfin, pas libre, tu vas être en Acquitté. soins. Tu vas être en soins, mais après tu vas pouvoir quitter l'hôpital et tout ça. Donc il gagne le procès. Voilà, il gagne le procès. Donc, Il évite la peine de mort. Hein. Mission accomplie. À la base, lui, il avait tué un prêtre. Enfin, c'est un curé, mais qui était un curé qui avait des actes un peu chelous, qui s'enregistraient avec des jeunes, enfin, qui faisaient des espèces de, c'est quoi, des orgies, des trucs comme ça, de mémoire. Ouais. Donc, et lui, bon, c'est un peu son mobile, pourquoi il l'a tué. Tout à la fin, donc, il vient le voir, et il le regarde, il lui dit, non, voilà, mission accomplie, tu vas pouvoir suivre un traitement, et à partir de là, tu vas pouvoir te réhabiliter, et tu vas pouvoir, après, avec des médicaments, retrouver une vie normale. Et il dit, mais c'était génial ce que vous avez réussi à faire, comment vous avez plaidé, cet argument-là, c'était exceptionnel. Et au moment où il part, il marche vers la porte de sortie, il se retourne, et il revient vers lui, et il lui dit, mais tu m'as pas dit, en fait, que quand t'avais tes crises, t'étais frappé d'amnésie. Et là, t'as Edward Norton qui claque comme ça. Il s'est bien foutu et là, de lui toi, tu pendant regardes tout le film, tu fais... tu m'as eu. T'applaudis aussi, tu te dis t'applaudis, putain, tu je me fais suis bien purée, fait. tu vois. Et là, c'est magistral. C'est un twist jubilatoire. Et c'est un super jeu Parce que d'acteur pour une première apparition, c'est mais énorme. Il a été nommé, il a pas gagné l'Oscar, mais il a été nommé un personnage en or, avec une écriture fine et tout. Moi, je trouve, il a sublimé le personnage. D'ailleurs, quand il s'est présenté, c'est lui qui a eu l'idée de faire bégayer son perso, parce qu'il ne bégayait pas, même dans le roman. Et après, le réalisateur, Grégory Oblitt, a validé le bégaiement. Et là, on est dans un genre à part entière du cinéma, c'est le film à procès. Le film à procès, c'est un vrai genre au cinéma qui est exploité et qui a toujours cet intérêt. Je trouve que les films à procès en général, c'est des films qui sont hyper intéressants parce que en fait, on est pendant tout le film à essayer de voir comment le procès va se terminer en fait. Et d'ailleurs, ce réalisateur, tu t'en parlais tout à l'heure, il a fait un autre film, donc La Faille, qui est également un film de procès. Qui est hyper machiavélique également, avec Anthony Hopkins dans le rôle du grand méchant qui tue sa femme et puis prouver que c'est moi, machin, etc. Et c'est juste génial. Ces films sont hyper intéressants, j'aime beaucoup. Et voilà, donc comme je disais encore une fois, c'est un rôle magistral pour Edward Norton. Il avait que 26 ans à l'époque, il en fait 20. Je t'invite à regarder aussi, tu verras des images entre Roy et Aaron, les transformations. Donc t'as comme ça des captures d'écran qu'on peut trouver facilement sur le net, et tu verras, c'est la transformation du personnage, c'est vraiment bluffant, et c'est ce qui a vraiment contribué au succès du film. Et il y a quelque chose justement qu'Edward Norton aussi il soulignait récemment en indiquant donc bien longtemps après dans une interview, Richard Gere, il a insisté pour que la fin elle soit aussi forte et profonde, en insistant du fait que son personnage se fasse berner. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, il fait complètement fi, lui, de son perso. Mais l'acteur en lui-même a dit non, il faut absolument que tu fasses comme ça, pour que ce soit encore plus puissant. Et ça avait marqué Edward Norton à l'époque. En disant, putain, le mec, il est hyper pro, en fait. Il est en train de me dire, vas-y, carotte-moi, en fait. En gros, tu vois. Faire en sorte de mettre la carotte, tu vois. Parce que, encore, et ça l'avait marqué, tu vois. Quand t'as 25, 26 ans, tu débutes ta carrière. Mais c'est parce que l'autre, Richard Gere, il avait de la bouteille. Et lui, il sait très bien qu'est-ce que cette fin va avoir en termes d'impact émotionnel pour le spectateur. C'est pas de la magie, hein. C'est du prestige. 2006, Christopher Nolan. Eh ouais, qu'est-ce que tu veux? C'est les transitions à 2 balles. Mais... Non, attends, t'as loupé un truc, là. Tu passes de 2008 Prestige, t'as loupé 99, là. Ah oui, Sixième Sens. Ah, tu vas pas nous la faire à l'envers avec celui-là. Non. Alors, celui-là, il faut qu'on en parle. Sixième Sens, donc sorti en 1999.
réalisé par Night Shyamalan. Bah, je te laisse en parler. Oh bah ça se résume à un petit enfant qui voit des fantômes et qui est aidé par un personnage qui va essayer de l'aider dans cette espèce de trouble, Qui assez lui-même étrange. déjà est pas très bien, quoi. Voilà. Tu vois que ça Et, se passe pas bien dans sa et vie, bon, il a pas de clients, rien. Voilà. Et pour la faire très très courte, on se rend compte à la fin qu'en fait Qu'il le voit. c'est tout le contraire. Voilà, que c'est que s'il le voit lui et qu'il lui parle, ce petit enfant, c'est parce que lui-même est mort également. Voilà, comme tous les autres. D'ailleurs, le film commence par une scène de crime. Oui. Enfin, il y a une scène assez violente, c'est un des patients de Bruce Willis qui menace de se suicider, en fait, chez lui. Cette scène se termine par un bruit de pistolet, je crois. Je sais plus, si, je pense que c'est ça, parce qu'après, il y a un écran noir, et bim, on est basculé quelques temps après, où t'as Bruce Willis qui attend le petit garçon en bas de chez lui pour l'accueillir, quoi. Ce qui est rigolo avec ce film, c'est comment la culture populaire s'en est emparée. Hein, le I See Dead People, c'est vraiment la réplique culte que même des gens qui n'ont pas vu le film connaissent. Mais en revanche, c'est un film, pour le coup, à twist, que je ne porte pas au nu parce que c'est pour moi un film qu'on ne voit qu'une seule fois. Je trouve qu'une fois qu'on s'est fait avoir la première fois, moi je me suis amusé à regarder le film une seconde fois et j'ai pas pris plaisir à le revoir. J'ai pas eu cette petite excitation qu'on peut avoir en regardant par exemple Usual Suspects, en regardant tous les détails de mise en scène. Là je trouve que pour moi c'est un film, ce que j'appelle le cinéma de petit malin. C'est, je vais vous prendre par surprise, petit et naïf spectateur, et voilà, vous êtes les otages de mon dispositif et je m'amuse avec vous et puis c'est tout. Et finalement le plaisir il est juste là. À la surprise. Ah, je suis pas d'accord. Non, ce réalisateur, Mr. Night Shyamalan, il a quand même une grande qualité, c'est de créer une atmosphère de fou. Je suis d'accord, mais alors pour le coup, et je finirai là-dessus, ce réalisateur-là, je trouve que en termes de twist, je trouve qu'il est beaucoup plus performant dans un autre de ses films qui s'appelle Le Village, où là aussi il y a un twist dans le film, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi un vrai discours sur la société dans le film, et je trouve que le film du coup ça le rend beaucoup plus intéressant. Tandis que dans Le Sixième Sens, il y a juste ce jeu un peu de chat et de la souris avec l'intelligence du spectateur, et ça s'en réduit. Je trouve que c'est juste réduit à ce jeu-là. Voilà, c'est pour ça que je suis moins convaincu par Le Sixième Sens. Moi, je suis pas du tout d'accord parce que je trouve que ce film, il demande une seconde lecture parce que effectivement, quand tu le revois, tu te rends compte déjà que Bruce Willis ne parle avec personne, il ouvre aucune porte, il conduit pas de voiture, à chaque fois qu'il passe par un endroit, c'est toujours ouvert, il y a toujours une brèche. Et encore une fois, tu vois qu'il a toujours les mêmes vêtements. Donc il y a vraiment des détails comme ça qui font que quand tu revois le film, tu te rends compte qu'en réalité, il y avait quelque chose qui tournait pas rond avec lui. Je trouve que ça demande quand même... en tout cas, ça vaut le coup de le revoir. Il y a aussi autre chose, c'est qu'il y a certains moments, lorsque les fantômes sont en colère, il y a une forme de condensation qui se crée, du froid. Donc quand tu revois le film, tu comprends pourquoi il y a des fois il y a ces plans avec cette espèce de vapeur. Au début, tu peux pas comprendre. Et quand tu revois le film, tu t'en rends compte. Pareil aussi pour la couleur rouge. La couleur rouge, elle est présente à certains moments du film et c'est elle qui fait le pont entre le monde des vivants et des morts. Autre détail aussi intéressant, c'est il y a un autre personnage qui voit des morts. Lui, il a des mèches grises et que le petit Joel Osment aussi. Ces deux-là, qui voient des morts, ils ont un signe de particularité mutuelle. Tout est dans la coupe de cheveux. Ouais, entre autres. Mais ça, c'est un détail que tu peux pas faire attention si tu n'as pas vu une deuxième fois le film. C'est vrai. Donc nous, on est mal barrés pour voir les morts. Ce deuxième adolescent... si, ça, au niveau du book, ça commence à arriver chez toi, d'ailleurs. Toi, t'en vois beaucoup des morts. Tu vois carrément des zombies, toi. Et moi, je l'avais découvert, je me souviens très bien. J'étais en station de ski, je rentre dans la salle, on était 3. Donc j'ai dit cool, c'est comme si j'avais un ciné tout seul. Et j'ai découvert avec 2 autres personnes ce twist qui est rentré dans la légende. L'interprétation du jeune, elle est magistrale, elle est incroyable. Tu ressens en fait ses émotions, il a ce regard, tu sens que le petit, il est vraiment dedans, quoi, tu vois, il est investi d'une mission. Ça restera en tout cas pour moi le chef-d'œuvre de ce réalisateur qui ensuite a eu une carrière en dents de scie parce qu'il y a beaucoup d'autres films bien dommage, où je suis beaucoup moins enthousiaste, que ce soit Signe, que ce soit d'autres films qui moi m'ont pas forcément touché. Incassable, moi j'ai pas du tout accroché. Par contre, Le Village, je sais qu'il y en a qui l'ont détruit, mais moi je rejoins un mot, j'ai beaucoup aimé, surtout qu'il y a un casting de fou, hein.
dedans, Adrian Brody, tu as aussi Sigourney Weaver, tu vois. Phoenix, Bryce Dallas Voilà. Howard. Donc c'est un film voilà qui a bénéficié d'un Et qui casting dit beaucoup de choses, qui et raconte beaucoup de et qui choses. raconte beaucoup de choses. Et moi, c'est un film vraiment que j'ai aimé, sincèrement. Mmh. Mais je le mets pas au-dessus personnellement de Sixième Sens. Le petit détail qui fait la diff, le jour où Haley Joel Osment a passé un casting pour le rôle, Night Shyamalan face à un petit enfant de 9-10 ans, et il arrive, il lui dit alors t'as appris les répliques ou tu sais, il pensait qu'il allait faire en impro. Il lui dit oui 3 fois. Il dit quoi, t'as appris tous tes dialogues 3 fois? Le petit répond non, j'ai lu le scénario 3 fois. En gros, il savait pas pour quel rôle il jouait. Tu vois ce que je veux allait dire postuler. Le petit avait lu le scénario 3 fois. Alors que lui, il s'est dit non, t'as lu tes dialogues déjà une fois, c'est bien. Il dit non. Il était hyper préparé, le petit. Après, son père était aussi comédien, tu vois, était aussi dans le game. Mais pour dire à quel point la préparation, et tout de suite, il a été bluffé, Night. Il a dit, ah non, c'est lui qu'il me faut. Un autre détail qui fait la diff aussi, c'est le film qui a été le plus loué aux États-Unis à l'époque des vidéoclubs. Une époque que les gens autour de cette table connaissent bien, que les auditeurs, à part Netflix et le streaming et le torrent et tout ce que tu veux, téléchargement et tout. Il fallait rembobiner la cassette avant de la rendre. Il fallait rembobiner la cassette. Et justement, en l'an 2000, le film qui a été le plus loué dans les vidéoclubs en VHS et DVD, c'est Sixième Sens, avec un total aux États-Unis 3 millions. C'est les États-Unis, c'est grand. Si on compte tous les États, moi je dirais plutôt 50 millions. 80 millions. Ouais. Ah ouais. Ça en fait du rembobinage. Ouais. Voilà pour le petit détail qui fait la diff. Donc c'était un film où les gens étaient friands de le découvrir à la maison aussi, quoi. Alors on passe au Prestige 2006, réalisé par Christopher Nolan, avec un casting de rêve, avec Hugh Jackman, Christian Bale, Michael Caine, Scarlett Johansson et David Bowie dans le rôle de Nikola Tesla. Alors c'est un roman de Christopher Priest qui date de 1995 et qui traite de la rivalité entre deux magiciens. J'ai beaucoup aimé ce film, je trouve que c'est un sublime tour de magie en 3 actes. Le twist, il est révélé dans les 2 premiers plans du film. T'as plein de chapeaux. Ensuite, t'as une autre scène où t'as des petits poussins. Et en fait, c'est censé symboliser le twist de fin où on apprend que Christian Bale, en fait, a un frère jumeau. C'est pour ça qu'il est aussi fort. Donc voilà, c'est le petit détail qui fait la différence. Moi, trouve ça dégueulasse. Mais moi, ça me parle. Moi, je trouve qu'on est dans le cinéma de petits malins, là. C'est pour ça que je ricane dans mon coin. Je pense que, voilà, Christopher Nolan, il a plus rien à prouver. Sa carrière parle pour lui. En tout cas, moi, ce film, je trouve la fin hyper habile, hyper maligne. Moi, j'aime beaucoup les films d'époque, époque victorienne. Surtout, moi, tu mets un film dans une fête foraine avec les lumières et tout, avec les trucs. Venez, approchez! Moi, j'ai toujours kiffé ce genre d'ambiance, tu vois. Alors, est-ce que je peux faire une petite aparté concernant ce genre d'univers fête foraine? Je t'écoute. Il y a une série qui a été produite par HBO. La Caravane de l'étrange. Exactement. Attention, Ouais, attention. Carnival. Tu parles de un son spécialiste titre là. original, Oh bien là sûr. là là Et là. dont la deuxième saison est plutôt ratée, je trouve. La première saison est vraiment bluffante. Et oui, Ouais. et qui a inspiré beaucoup sur les films de monstres. Ouais, de Freaks. The Freaks, Oui. exactement, en noir et blanc, sorti en... Les années 30, non? Ah oui, à l'époque, ouais, Ouais, exactement. ouais. Ouais. Donc, la Caravane de l'étrange, en termes de caractérisation des personnages et tout, c'est... Parce qu'en plus, ça bascule vers le fantastique. C'est pas Exactement, que... ouais, ouais. Et ça parle aussi de la Grande Dépression des années 20 aux États-Unis. Tout à fait. Donc Ça aborde pas mal de sujets intéressants. Et encore une fois, on parlait tout à l'heure avec La Planète des Singes, une satire un peu sociale, environnementale et tout. Et là aussi, il est question de l'acceptation de l'autre. C'est comment accepter sa part de monstruosité et comment être aussi tolérant face au regard de l'autre et à la différence de l'autre. On continue. Alors, le détail qui fait la diff. Christian Bale, dans le film, il se nomme Alfred Borden. Hugh Jackman, il s'appelle Robert Angier. Ok. Si tu appelles les 2 noms à la suite, tu obtiens A et B et R et A. Ça fait Abra. Cadabra. Cadabra. Si c'est pas du détail de psychopathe, Ces là, gens sont fous. ces gens sont... Nolan est un fou. Voilà. C'est la magie du cinéma, mec. Non mais ça, tu penses que c'est Mais bien vrai sûr, ou c'est il y a un pas de concours de hasard. circonstances? Bien sûr que Non, c'est en cinéma, quand t'as affaire à rien un n'est du auteur, hasard. quand t'as affaire à un auteur, donc un réalisateur qui vraiment maîtrise de bout en bout son univers et qui se le construit, il y a jamais un seul détail qui est mis au hasard. Et Nolan, c'en oui. est un. C'est un tour de passe-passe qui t'a échappé. Et donc, On arrive sur le dernier film, et pas des moindres, film thriller horrifique, Esther, ou L'orpheline au Québec. J'aime bien les titres québécois, je te dis, les titres québécois me fascinent. Sorti en 2009 du réalisateur espagnol Romé Colesera. Est-ce que vous l'avez vu autour de cette table ou pas du Ouais, tout moi je l'ai vu, ouais. Moi, je ne l'ai pas vu.
Alors ça, c'est un film à l'image du Sixième Sens qui a remis au goût du jour le twist, hein, à partir de la fin des années 2000. Hein. On est en 2009 et moi je trouve que le twist, il est génialissime. Il est déjà super original. Tu le connais pas, Mo? Ah, du tout, je ne sais absolument rien de ce Est-ce film. que tu connais le pitch du film? Mais non, pas du tout. Est-ce que C'est donc, quoi le pitch du film? le pitch C'est quoi du film rapidement? Rapidement. Rapidement. Donc c'est un couple qui adopte une jeune fille parce qu'ils ont déjà aussi un enfant et Il adopte dans un couvent ou je sais dans pas un où. espèce de couvent, ouais. Mm. Et au fur et à mesure, tu te rends compte que cette fille qui est censée être voilà toute gentille, toute sympa et tout, et il y a une succession en fait d'événements qui fait en sorte que il y a quelque chose de bizarre avec cette fille. Et le twist final, c'est qu'en réalité, cette petite fille n'en est pas une. Au lieu d'être une petite fillette de 10-11 ans, c'est en fait, elle a la trentaine. Elle a atteint un trouble de la croissance. Et on a pu s'en rendre compte Elle- avec l'empreinte des dents. L'empreinte. Et en fait, à la fin, à un moment donné, elle enlève ces trucs de sa mâchoire et son visage complètement change et tu te rends compte qu'en fait, en réalité, elle a 33 ans. Mais il y a eu un fait divers qui a été révélé récemment, là. Exactement, ça, c'était mon détail qui fait la diff, mais tu viens de me le gâcher. Ah, je suis désolé. Et donc, tu te rends compte qu'en réalité, c'était une adulte manipulatrice et dérangée et innocente. Et qu'elle était recherchée en plus. Et C'est qu'elle que était, voilà. elle Ah, avait, elle a commis des Oui, elle des s'était méfaits. réfugiée dans le couvent. Mais en fait, elle vient pas d'un orphelinat à la base, elle vient d'un hôpital psychiatrique en Voilà. Russie. Et donc la tension, si tu veux, elle monte crescendo parce que le spectateur, à l'image des parents, commence à se rendre compte progressivement qu'il y a quelque chose de particulier avec elle et qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. À la base, une petite fille qui a tué ses propres parents parce qu'elle a été victime aussi de violence. Et est-ce que le spectateur se pose des questions dans le sens qui va vers le twist? C'est-à-dire, ah, elle est bizarre, cette petite gamine. Ce qui tourne peut-être pas rond chez elle, c'est que c'est peut-être pas celle qu'on croit qu'elle est. Bah, comme je te dis, progressivement, du fait de ses actes, il y a un côté Chucky dans ce personnage-là. Et moi, j'apprécie beaucoup ce genre de faux semblants. Tu vois, dans le cinéma. Moi, j'aime bien les clowns, tu crois qu'ils sont gentils, mais en fait, c'est des méchants. J'aime bien les poupées comme Chucky, où tu te rends compte qu'en fait, il y a un côté derrière maléfique. C'est comme Seb, tu vois. Il est pas beau, il est pas gentil, mais en fait, il est super cool. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout l'inverse. Tu parles d'un twist. Tu vois, il est là, il fait peur aux enfants. Ah, je rigole, c'est un beau gosse. Hein. Bon, Mais, bah, en vois ce fait, que je veux dire en termes de genre, c'est un film d'épouvante? C'est un film d'horreur? voilà, comme je te en dis, termes de genre non, il y a pas d'horreur, il y a pas de fantastique là-dedans. C'est ce que moi je peux. Oui, mais le qualifier- traitement du film. On peut qualifier ça de thriller horrifique, mais encore une fois, il y a rien de surnaturel dedans. Hormis le twist, qui encore une fois qui est très original. Non, il n'y a pas d'éléments surnaturels dans le film. Mais ouais, mais d'ailleurs, quand tu vois l'affiche du film, tu te dis, putain, c'est un film d'horreur. Ils le vendent un peu c'est comme un film d'horreur. Ouais, Ouais. voilà, c'est vendu comme un film d'horreur, alors qu'en fait, C'en il est y pas a, vraiment, il y a surtout une intrigue psychologique là-dedans. Au lieu de présenter une photo genre ordinaire et tout du visage de Furman, donc qui est la comédienne, ils ont présenté la moitié de son visage qui est complètement symétrique. Donc je t'invite à regarder tout de suite une image, tu verras que le visage de l'affiche est symétrique. Et du coup, ça donne un côté très effrayant, quoi. Tu vois, très inhumain. Alors que à la base, c'est un visage de jeune fillette, donc c'est assez flippant, quoi. Donc il y a le travail de couleur, le traitement de l'image, mais il y a le fait qu'il y ait ce visage qui est symétrique de bout en bout et donc qui est pas du tout naturel. Donc, Et je suppose que c'est tiré d'une histoire vraie. c'est pas tiré d'une histoire vraie. Non. D'accord, donc là on se rend compte que la réalité peut rejoindre la Elle a fiction. rejoint la fiction un peu plus tard, mais la rejoint quand même, quoi. D'ailleurs, Esther était blonde aux yeux bleus. Et quand le réal l'a vue, elle était tellement investie, il a tellement été impressionné qu'ils ont balayé le rôle de la blonde aux yeux bleus pour prendre Isabelle Fuhrman qui est brune aux yeux noirs. Et d'ailleurs, dans toute la série de films qu'on a abordé aujourd'hui, il y a pas mal d'acteurs qui jouent dedans, qui sont des acteurs qui jouent beaucoup de leur corps. Comme entre Edward Norton qui peut se transformer d'un rôle à l'autre, on le voit dans par exemple American History X où là il devient une espèce de grosse baraque facho, ou Christian Bale dans Le Machiniste qui perd 50 kilos et qui devient complètement squelettique. Où il y a aussi un twist incroyable dans Oui, The voilà. Machinist. Et tu vois, c'est vraiment des acteurs qui jouent avec leur corps d'un film à l'autre. Même encore Christian Bale là, récemment dans Leur dans corps, The c'est Vice. c'est leur instrument de travail. Ouais, hein. mais tous les acteurs sont pas capables de vraiment se transformer physiquement comme ça, et c'est très propre à des acteurs américains. Mais c'est propre aussi à ce type de scénario et ce type de thème. Mais après il faut choisir le bon acteur pour l'acteur qui est capable de vraiment se transformer physiquement. Tu vois, comme ça pour un rôle quand même. Pour incarner un rôle, bien sûr. Perdre 50 kilos ou en gagner 50. L'exemple le plus probant, là, c'est Joker avec Joaquin Phoenix, quoi. Ah bah, lui, il se transforme. Là, et là, complètement la transformation, dans tout ce film. elle est incroyable. Voilà, quelque chose à ajouter peut-être sur Esther. Et la gamine, est-ce qu'elle faisait un peu adulte?
Ah à non, l'écran. non, Non, ça, justement, tu regardes. Non, elle fait pas. Et au moment du twist, quand on apprend le twist, Bah, en est-ce fait, que là c'est on porte un regard sur elle et on se disant Oui, parce qu'il y a un son petit body peu- language qui change. Ah en ouais. fait. Et c'est terrifiant. Tu te dis, c'est un enfant, t'es persuadé que c'est un Ça prend enfant. au trip, Et hein. quand tu te dis, c'est mon enfant, et tout d'un coup, il marche comme un adulte, et il insulte, et il parle comme un adulte. Il y a une C'est transformation flippant. du langage Ça, à ce corporel. moment-là, c'est psychologiquement, c'est intense. Alors, est-ce que ça, c'est pas un film qui vaut essentiellement pour son histoire et pas forcément pour la mise en scène? Ça, il faut l'avoir vu pour Exactement. pouvoir en douter. Oui, c'est pour ça que je pose la Pouvoir se question, poser parce que moi, je ne l'ai pas vu. Donc, c'est pour ça que je vous pose en toute innocence, en toute naïveté, cette question. Moi, je pense que c'est un tout. C'est déjà l'histoire. Si t'as pas un twist percutant, pour moi, là, dans ce genre de film, celui-là, il fait 60%. Je veux dire, si tu regardes le film et qu'à un moment donné, ce genre cinématographique te passionne pas et que tu quittes la salle ou que tu éteins ta télé et tu passes à autre chose, tu vas rater le twist et donc forcément, bah, t'auras jamais une bonne image du film dans sa globalité. Maintenant, si t'es pris par le film comme moi je l'ai été et que tu te rends compte que le suspense monte crescendo et que ta curiosité elle est attisée, bah t'as envie de savoir ce qui va se passer. Et donc une fois que t'apprends ce twist, bah voilà, moi j'ai été conquis quoi, tu vois, j'ai passé un super moment. C'est encore une fois, c'est pas un film qui se veut un classique indémodable de la pop culture. On va passer à la des dernières parties de l'émission avec les mentions honorables. C'est vrai qu'on n'a pas cité David Fincher, qui avec Christopher Nolan et Night Shyamalan, on va dire des spécialistes de films à twist quoi. Moi, je voudrais parler en mention spéciale d'un autre film de Christopher Nolan qui s'appelle Memento, sorti en 2000, qui est un grand classique. C'est le film tourné à l'envers, là. Je sais pas quoi, qui revient part de à la chaque fin, fois, jusqu'au voilà, tout à début, fait. Donc, qui a aussi une structure narrative qui est complètement atypique. On peut parler aussi le film Les Autres d'Alejandro Amenábar, il est énorme, celui-là. Il est sorti en énorme. 2001. Énorme. Que je compare Moi, je l'ai pas trouvé énorme. Ouais. C'est Moi, pour je ça le que je l'ai compare pas un peu mis. au Sixième Sens, tu vois. Pour moi, c'est Ah un bah peu... voilà, bon, il a tout compris. Moi, Voilà. il reviendra. Non, mais c'est exactement ça. Et c'est pour ça que je l'aime pas non plus, parce que je n'aime pas trop le Sixième Sens. En Donc, fait, du coup... ah non, Mo, on n'est pas d'accord, tu reviendras pas sûr. Ah non, moi je pensais que t'aimais pas parce que justement il faisait écho à Sixième Sens parce que moi quand j'ai vu la couverture, Ah oui, l'affiche, le fait que, oui, d'accord. bah oui, quand moi j'ai vu D'accord, l'affiche des autres, ça me l'a Disons que- spolié. Disons que la mécanique du twist, c'est la même. Exactement. mais oui, Donc c'est moi le quand même j'ai vu le principe. film, Mais c'est le j'ai même dit principe. mais c'est attends mais en vrai c'est des morts. Oui, Ça m'a même pas choqué en fait. c'est tu des vois. fantômes. Voilà. C'est des J'ai fantômes. même pas attendu la fin. Le film, je l'ai jamais vu en entier. Non. Je savais. Parce que, effectivement, Sixième Sens était passé par là. Si j'avais jamais vu Sixième Sens, oui, je t'aurais dit, effectivement, Nicole Kidman. Oui, et mais tout, bon, il reste quand même ils sont- assez divertissant et Ouais, mais tu voilà. peux te le mater Du moment tranquille. où moi, tu passes une bonne soirée. C'est le genre de twist qui ne fonctionne qu'une seule fois. Oui, bien sûr. Oui. C'est ça. Et donc, tu vois, c'est comme si je te propose un autre film comme Esther où tu te rends compte que la personne, elle a un trouble de la croissance. Ah, voilà, c'est mort, quoi. Tu vois, tu peux plus, non, mais là, c'est. pour moi, c'est exactement la même chose. Tu m'as eu une fois, pas deux, quoi. Il y a un autre film qui s'appelle Trouble Jeu. Alors, celui-ci, je le conseille vivement. Sorti en 2005. Il n'y a pas un jeu de mots dans le titre de ce film? Je sais pas du tout. C'est un film avec De Niro. Il faut absolument le voir. Et Famke Janssen, où De Niro joue un psychologue. Il est Famke avec sa Johnson, fille. excellente actrice. Famke Janssen, ouais, exactement. Et qui joue un psychologue et dont sa fille a des problèmes et qui a un ami imaginaire, Charlie. Je vous invite vraiment à regarder ce film. Il est exceptionnel de bout en bout. Le twist, il est terrifiant. C'est encore une fois, c'est un thriller. Il n'y a rien de surnaturel dedans. C'est un thriller psychologique. Voilà, Trouble Jeu. Je sais pas si vous l'avez vu autour de cette table. Je l'ai vu. Seb. Ça me dit quelque chose, mais après. Un film avec Famke Johnson ne peut pas être raté. Il faut le savoir. Voilà, une des très belles femmes. On a un fan de. Ah ouais, Famke, d'origine hollandaise. Hollandaise. très, James Bond Girl, très, très belle inoubliable. femme. Ouais. On va passer à la rubrique décimation. On y va. Ceux qui survivront à la décimation seront bannis après l'exécution du châtiment. La décimation. Depuis le règne de Marius, ce rituel sauvage n'a plus jamais été infligé. Alors la décimation, là il va y avoir un clash. La décimation, vous savez que c'est là où je clash les films, c'est là où je les anéantis, j'explique pourquoi je ne les apprécie pas. Et là je vais parler d'un réalisateur pourtant que j'affectionne énormément, dont je trouve que le travail qui est énormément sous-estimé ici en Europe. Je veux parler du réalisateur James Mangold, qui avait fait un premier film que moi j'avais surkiffé qui s'appelle Evie, qui est un drame psychologique, voilà, et avec une autre femme exceptionnelle. On parlait de Famke Janssen, une autre femme moi qui fait partie des plus grandes beautés du monde, Liv Tyler, qui est une très très belle femme, qui joue aussi dans ce film. Je vous invite à regarder donc Evie, qui avait eu le prix Sundance, voilà, je crois que c'était en 1994. Et donc James Mangold, qui avait réalisé Logan. Et là un dernier film sur circuit automobile dont le titre m'échappe. Je sais pas si quelqu'un. Le Mans, Le Mans, voilà. 66.
et qui a également réalisé Copland avec Stallone. Mhm. Donc James Mangold qui est vraiment un réalisateur très très talentueux. Et encore une fois, ce que je vais dire là sur ce film-là, ça remet pas du tout en cause la qualité de sa filmographie. Et c'est vraiment très très subjectif. Mais moi, je n'ai pas du tout aimé le film à twist de James Mangold qui s'appelle Identity, sorti Identity en 2003. Non, mais- Identity. non, c'est pas possible. Il a c'est un pas super possible. casting. C'est pas possible, je peux pas te laisser. Je vais d'abord m'exprimer. Alors Est-ce que tu va as y vu avoir discussion. Identity Va y avoir une vraie discussion parce Non, que mais là, je il suis a pas raison. d'accord. Il y a des auditeurs qui vont partager. Non, mais là, Moi, je sens qu'il va y avoir du spectacle là, entre tu vas vous deux. ruiner tes alors commentaires, je vais plutôt iTunes sortir podcast, le je te le dis. popcorn. Moi, j'assume, moi. Moi, je vais sortir le popcorn et je vais vous observer. Ah non, mais là, Allez, tu est-ce que vas. t'as vu non, mais Identity, T'es un ouf Je de l'ai dire vu. ça. Mais t'es Je l'ai complètement vu. malade. Je suis pas un grand fan de ce film non plus. Ok. Donc Identity, le pitch, c'est plusieurs personnes qui sont bloquées dans une maison. Ça reprend Non, vraiment un motel. un motel, pardon. Ça reprend vraiment la structure des Deep Teenage d'Agatha Christie, où chacun, à un moment donné, meurt successivement. Là, Chacun a une histoire en plus. Chacun. Là, ils sont dans un hôtel. De nuit, il pleut. On connaît la surprise. Ah, pourquoi vous êtes là? Je sais pas. Hein, ceci, cela. L'autre qui est tombé en panne et tout. Donc, on se retrouve avec un casting prestigieux. Attention, hein. Encore une fois, Clé Duval qui est là. Cusack. John Cusack, Ray Liotta. C'est du lourd quand même. C'est du très très lourd. Et là, voilà, on a des morts successifs. Et le twist final, on se rend compte que finalement, c'est dans la tête d'un prisonnier qui est fou. Mais où est le fucking rapport, en fait? Moi, je cherchais le tueur parmi les protagonistes du motel. Et on me dit, en fait, non, tous les personnages représentent ce gars-là parce qu'ils sont chacun une personnalité à lui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont tous nés le même jour ou le même mois. Et le mec est un psychopathe, voilà. Mais c'est une fin impossible à prévoir. On est Tu clair. mets 150 milliards d'individus sur la Terre, personne va jamais trouver ce twist. Et pour moi, un twist, c'est justement laisser au spectateur la force de trouver. C'est-à-dire que le gars peut se dire, comme dans Scream, ah bah tiens, si c'était pas le petit ami, tu vois, qui était le tueur, ça veut dire que tu peux envisager. Moi, je vais parler d'un autre twist qui est légendaire de James Wan, le premier Saw. Moi, je vais vous le dire, quand j'ai vu le premier Saw, il y avait le mec qui était enchaîné, et à côté de lui, il y avait un cadavre. Moi, quand j'ai vu Saw, j'ai envisagé que c'était peut-être lui, tu vois, Jigsaw. Je me suis dit, ah tiens, il y a un cadavre, il bouge pas. Et si c'était... Mais alors, si on m'avait dit, tiens, Paris, 1000 €, je l'aurais jamais fait, tu vois, j'étais pas sûr. Mais c'est quelque chose que j'ai envisagé. Du coup, quand il s'est relevé avec la musique légendaire, cool, en fait, je l'avais envisagé. C'est bien. Mais tu vois, ça m'a fait plaisir, ça m'a pas gâché le film, mais je me suis dit, quand même, j'avais capté, j'avais envisagé le truc, tu vois, sans en être sûr. Mais dans Identity, c'est impossible d'envisager ce coup de théâtre. C'est pas possible. Et donc, du coup, pour moi, il perd tout crédit. Et en plus, t'as un twist sur un twist, parce qu'il se rend compte qu'au final, il y a le petit aussi qui a tué, ce genre de choses. Moi, ça m'a sorti du film et ça m'a écuré alors que j'attendais au départ d'être surpris. C'est un twist qui m'a sorti du film. Moi, c'est ce que j'appelle. Voilà les arguments. La parole est à la défense. Avant que ça prenne la parole, moi je dirais juste que ça c'est l'exemple typique pour moi du film de petit malin. Voilà, c'est le réalisateur qui se croit plus malin que le spectateur, mais finalement il se passe rien dans sa mise en scène et on n'a pas le plaisir de voir le film. Mais parce que c'est y a exactement pas, ça. y a C'est pas un de- film impossible à prévoir. Il est frustrant et énervant. Et il n'y a pas de substance surtout. Le twist est complètement gratuit. Du coup, ça tombe à plat. Déjà, j'ai beaucoup aimé le système narratif à la Deep Nègre. J'ai beaucoup aimé aussi finalement tous ces concours de circonstances, la panne et tout ça, parce que en fait, mine de rien, ça devient un vrai film pop pour moi. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi tout ce qui est image, toutes les petites histoires autour des personnages. Alors après, ce qui peut être déceptif, effectivement. Quelle éloquence pour essayer de séduire les auditeurs. C'est très rive droite parisienne. En fait, oui, on n'est pas dans un twist où il faut trouver l'assassin parmi tous les protagonistes. C'est impossible à retrouver. Mais il y a un mélange de genres que je trouve intéressant quand même dans ce film. Il y a du slash, il y a un peu de surnaturel, il y a du psychologique. Il y a quand même de quoi te faire chavirer le cœur, tu vois. C'est un peu Moi, je suis mouvementé. d'accord. Je suis Mouvementé. d'accord, mais tout a été gâché par le retournement final. Tout ce que tu as détesté dans ce film, en fait, c'est à la fin. T'as été dégoûté de pas trouver le twist, quoi. C'est ça. Non, c'est que le twist, c'est même pas forcément le trouver, c'est que je le trouve Tombe pas à du tout plat. crédible. Il est gratuit. Il est gratuit, il est pas crédible. Et le mec qui veut se faire un pote, c'est un film de petit malin. Il fait pas ça. On sort du film, on se dit bon, bah next, on passe à autre chose quoi, voilà. À contrario d'un autre film qui s'appelle Il, film français sorti en 2006 de Xavier Palot et David Moreau, deux réalisateurs, où le twist, il est totalement prévisible. C'est tout l'inverse d'Identity. Alors, Il,
C'est un couple d'enseignants. Je crois qu'ils sont en Roumanie et il y a des personnes qui viennent chez eux pour on sait pas quoi en fait. Il y a des personnes qui viennent s'introduire chez eux. Sauf qu'à un moment dans le film, bah tu vois qu'il y a des enfants. Et à un moment donné, je regardais, je me dis mais ça va être les enfants en fait qui vont rentrer chez eux. Et au final, tu te rends compte que c'était les enfants qui voulaient les agresser. Pourquoi ? Parce que le couple a refusé de jouer avec les enfants. Et donc, du coup, bah, comme c'est des méchants sauvages, ils viennent et en gros, ils veulent s'introduire dans la maison, ils vont tout retourner. Et donc, du coup, bah voilà, t'as des rebondissements, t'as des trucs, ça donne lieu à des scènes. C'est un film de siège. C'est juste un film de siège, en fait. Ils sont assiégés. Voilà, ils sont assiégés, comme un huis clos, en fait. Tu vois, il y a certains aspects du huis clos. Mais moi, j'ai trouvé tout de suite que c'était les enfants. Est-ce que c'est vraiment un film? C'est un film à twist, mec. Ouais, c'est un film. Il se présente comme un film à twist. C'est-à-dire que normalement, c'est-à-dire que tu sais pas qui c'est jusqu'à la fin. Tu te dis mais qui sont ces gens qui rentrent? Est-ce que c'est des collègues de travail? Est-ce que c'est la famille du truc? Tu sais pas. Et on est censé tomber des nues quand on apprend que ce sont des enfants. Après, ouais, voilà, c'est l'objet même du twist, quoi. D'accord. Okay. Donc voilà, moi j'ai pas du tout accroché sur ce film. Voilà, et tout le respect que j'ai pour ces réalisateurs-là, tout le travail que ça demande un film, on sait très bien que c'est du travail en post-production, en montage, en direction de jeu. Là, on critique uniquement l'œuvre. Et moi, personnellement, j'ai pas du tout aimé parce que je trouve que c'est trop prévisible. Entre Identity, un twist impossible à prévoir, et celui-là qui est trop prévisible. Et ça pose une bonne question sur la définition qu'on avait essayé d'établir au début de l'émission sur qu'est-ce qu'un film à twist. Est-ce qu'un film à twist réussi est un twist dont on n'arrive pas à deviner quel est le twist en question? Est-ce que ça fait partie finalement des critères pour juger de la bonne qualité d'un film à twist? Bah, on a tous les trois autour de cette table des définitions différentes du twist, parce que tu vois, Seb, lui, ça le dérange pas du tout que ce soit un twist qui est pas prévisible, parce que lui, il a mis en avant le mélange des genres. Et toi, c'est plutôt la mise en scène et certaines autres choses. Donc on a tous les trois une sensibilité différente sur ce qui est un twist. Et après, moi, je vais vous parler de 3 coups de cœur pour terminer l'émission. Je vous conseille un film qui s'appelle Massacre au camp d'été, Sleepaway Camp, sorti en 1983 de Robert Hiltzik. Non, mais ça, c'est un nom de film d'horreur, ça. C'est un Jason-like, une grosse série B. Hein. Ça surfe sur les vendredis 13. Mais la fin, le twist final, il est incroyable. Il y a un plan, tous les gens qui ont vu le film, là, ils savent de quoi je parle. On a tous été choqués par ce dénouement final. Il y a un plan à la fin du film qui est supra choquant, et même si le film fait encore une fois très low budget, série B, tout ça, c'est bon, après c'est vraiment le film est connoté avec son époque, hein, tu vois, tu rigoles, les mecs ils portent des t-shirts au niveau de la poitrine. Et pour le coup, tu vas pas nous révéler le twist. Ah non, je vais pas vous le révéler. Ah non, moi je vous révèle pas dans le coup de cœur, je vous révèle pas les twists. Très bien, super. Vous allez être choqués, ça te prend aux tripes, c'est effroyable. Je vais parler d'un autre film qui s'appelle Dark City. Ah, bah oui. Réalisé par Alex Proyas. Ah oui, non, mais ça c'est... Dark City, la puissance atomique, c'est malheureusement un film. C'est un film qui, spécial, ça. on peut dire qu'il est sorti en même temps que Matrix, donc Matrix lui a fait de l'ombre. Dark City, Matrix. Attention, 1990. il est chaud là, le Jamel, il est chaud. Et c'est un film génialissime avec un twist. Alors là, ce twist-là, il est fabuleux. Je conseille vraiment à chaque auditeur. La fin est magistrale. Vraiment là, elle est imprévisible, mais tu te la prends de plein fouet et tu fais waouh, tu vois, c'est énorme. Moi, j'ai énormément aimé. Vous aussi autour de la table, hein, vous l'avez vu. J'opine. Voilà, c'est un film que j'ai supra kiffé. Et je vais terminer par un dernier film donc sorti en 2002 qui s'appelle Emprise, réalisé par Bill Paxton, qu'on aperçoit dans Terminator, dans Alien, qui est un acteur également. C'est son seul film. Et ça, c'est mon film chouchou. Ce film-là, je veux pas en parler parce que si j'en parle, il me faut minimum 2 podcasts. D'accord. Parce que c'est mon coup de cœur ultime. L'atmosphère, elle est glaçante. Il y a un côté métaphysique dans le film qui est incroyable. C'est une relation entre un père et ses enfants, où le père pense qu'il est investi d'une mission divine. Le film est raconté par Matthew McConaughey, qui est un des enfants qui a grandi et qui est face à un commissaire de police une nuit pluvieuse. Et il lui raconte, il lui dit, voilà, moi je sais qui a fait ça, qui a tué ces gens-là, ceci, cela, et il lui raconte tout. On avance, le suspense, les rebondissements, la relation du père qui est joué par Bill Paxton, donc qui est acteur et le réalisateur. Un dénouement, on peut pas s'attendre à cette fin. Le film, voilà, moi je suis passionné par ce film, je l'ai racheté en Blu-ray. Quand je le revois, j'ai les mêmes émotions. Je vous le vends de fou, mais c'est parce que voilà, Emprise, je vous le conseille. Et pour finir, il y a d'autres films là qui sont sortis assez récemment, qui présentent aussi des twists et moi que je n'ai pas vu. Donc je vous conseille et que je me conseille. Je vais parler d'un film d'horreur qui s'appelle Heredity et un autre film qui est un drame qui s'appelle Tully. C'est pas une comédie burlesque et tout,
Mais apparemment, les 2 twists de ce film valent vraiment le coup et c'est des films là sortis très récemment. Donc Seb, si t'en as un de ton côté, voilà, moi c'est Heredity et Tully. Bah, moi, ça sera À couteau tiré de Johnson. Ryan Johnson. Ryan Johnson, voilà. Voilà. Il est sorti en novembre 2019. Alors moi, je l'ai vu, ce film. Il y a Daniel Craig dedans aussi. Et il est un peu calqué sur du Agatha Christie, à savoir il y a quelqu'un qui est mort dans une somptueuse demeure et tous les membres de sa famille sont interrogés par un détective et tous les membres de la famille ont un mobile pour le tuer, en fait. Et donc, on a une petite révélation à un moment donné et on a un twist à la fin, inattendu, mais alors complètement inattendu, parce qu'on savait quand tu regardes le film, au bout d'un moment, tu te dis, bon, bah, c'est plié, on a compris qui est qui et tout ça. Et en fait, à la fin, bon petit coup de surprise. Mais faut pas twister, hein. Faut pas spoiler, hein. Non, il n'y a pas de spoil, Après, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il y a un petit jeu. En fait, le film, le réalisateur se joue un petit peu de ce traité. C'est un petit malin, quoi. C'est un petit coquin. Voilà. De ce petit côté un peu Agatha Christie dans les dialogues, en fait. Ils sont assez subtilement rigolos. C'est un film qui rend hommage, non? C'est ça, un peu à l'univers bien sûr. du film romancier noir. Voilà, puis David Craig qu'on a l'habitude de voir en James Bond, là on le voit en détective assez rigolo avec des vêtements un peu larges, amples et tout. Ah ouais, donc un peu à contresens. À contre-emploi. Voilà, et donc j'ai passé un agréable moment, je vous le conseille. Et d'ailleurs dans le film on remarquera également au casting Ana de Armas, qui est une actrice donc à suivre de près parce que elle retrouvera Daniel Craig dans le prochain James Bond. Alors, je pense qu'on a terminé aussi. Heredity, Tully et À couteau tiré, qu'on vous recommande chaudement si vous êtes comme nous et vous aimez les films à twist. À retournement. Ou les films twistiques. Avec un pot de glace et 2 barres de Twix. Voilà. Merci. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à enregistrer ce nouvel épisode avec vous. J'espère que vous avez appris plein de trucs et le podcast sera disponible sur toutes les plateformes. Spotify, Deezer, iTunes Podcast. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser vas-y, laissez rien, faites comme vous voulez, en vrai, c'est pas grave. Moi, ça me saoule les gens quand je regarde sur YouTube, ils disent, laissez un truc, activez la cloche, activez rien, regardez le truc, si vous kiffez, tant mieux. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. À très vite. Salut. Grosse bise. Salut. À bientôt, salut. On arrête de jouer, tu me fais tomber 6000 balles. Et crois-moi, tu vas me payer, mon copain. Qui que tu sois. On arrête de jouer, tu me fais tomber 6000 balles. Et crois-moi, tu vas me payer, mon copain. Qui que tu sois. On arrête de jouer, tu me fais tomber 6000 balles. Et crois-moi, tu vas me payer, mon copain. Qui que tu sois. On arrête de jouer, tu me fais tomber 6000 balles. Et crois-moi, tu vas me payer, mon copain. Qui que tu sois.